Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. Votre mission, si vous l'acceptez, est de parler de scènes de Mission Impossible qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et comme toujours, si l'un d'entre vous décidait d'être de mauvaise foi, je nierai avoir eu connaissance de vos agissements. Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. Et bonjour à tous, retour de vacances. Oui. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. On dirait un animateur de Skyrock là. Salut à tous, ça va T'habites où, Hugo? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Comment ça va les copains? Bah, trop bien. Ça va. Des petites vacances bien méritées. Ah ouais. On est à bloc là. On espère ouais. que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, bienvenue sur le podcast Scène de film, le podcast où on parle de scènes de films qu'on a choisi en bien ou en mal. Et bien choisi ce nom de podcast. Ouais, c'est fou, Ouais, hein. c'est pas mal. Ah, si on s'était appelé scène de série, ça aurait moins bien marché parce qu'on parle de film. Ah, Voilà. C'est perspicace. Ouais. Les copains, aujourd'hui on est réunis pour parler de Mission Impossible. Ah bon? J'ai j'ai regardé Pretty Woman. Tu l'as enfin regardé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon alors, j'ai vraiment très hâte d'avoir votre avis, savoir ce que vous en avez pensé. Oui. Je vais commencer tout simplement par Dom. Oui, bah, Mission Impossible. Qu'est-ce que je pourrais dire de Mission Impossible que... Bah, dis-moi, t'as aimé ou pas quoi. Bah, j'adore Mission Impossible. Le 1, je le trouve qu'il a une patte toute particulière, un peu différente des autres. Enfin, à part le 2, mais le 2, c'est une parenthèse. On en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. J'adore Mission Impossible 1. Je me suis régalée en le revoyant. Et voilà, j'aime vraiment, vraiment profondément ce film. Ah, ça me fait plaisir. Et toi, Chan? Alors, déjà, j'ai regardé la date. Ce film a 30 ans. C'est chaud, hein? Non mais c'est chaud. Rien que cette phrase existe. Mission Impossible 1 à 30 ans. Ça fait très mal ce que tu viens de dire. Oui, ça fait très 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 mal. Et donc je l'ai vu l'année de sa sortie en 96 et je me souviens que en toute honnêteté, je l'avais trouvé chiant. Mais je pense parce que j'étais un peu jeune et j'avais pas la même appréciation du cinéma. Et donc quand je l'ai revu la semaine dernière pour le podcast, ce film est trop bien. Attends, mais tu l'avais pas revu depuis 30 ans? Bah, franchement, je pense pas. Peut-être une fois, mais j'en avais pas un grand souvenir non plus. Et là, vraiment, ce visionnage de la semaine dernière, je trouve que c'est un très, très grand film. J'aime beaucoup la saga comme vous deux. Je pense que si les gens n'avaient jamais vu Mission Impossible 1 et avaient vu les autres, les derniers, là, ceux qui sont, enfin, tous les Final Reckoning, Fallout et tout ça, et qui regardent Mission Impossible 1 aujourd'hui, je pense qu'ils se disent, mais attends, je me suis gouré, c'est pas possible, c'est pas la même saga. Pour moi, cet épisode est vraiment à part de tout le reste. C'est toi qui l'as dit, Dom, c'est presque un film intimiste, un peu, un pur film d'auteur. Il y a vraiment la patte de Brian De Palma là-dedans. D'accord. J'ai dit ça, là? Avec, Bah, elle l'a pas dit comme ça parce qu'elle elle est l'a pas pas dit. aussi. Ah oui, pardon. J'ai une perte de Elle est mémoire pas ou aussi quoi? élevé ce qu'elle a dit, mais elle a dit où j'ai bien aimé. Ah oui, merde. Et non, là où tous les autres font vraiment pur blockbuster américain, où ça pète de partout, celui-là, il est très, 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 très film d'auteur, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je l'avais revu, je crois que je me suis refait toute la saga quand j'ai eu le Covid, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2020, un truc comme ça. Enfin si, remarquez, ça fait longtemps dans le Covid. Hein. Ah ouais? Et c'est vrai que le premier, je me dis, wow, quelle claque, mais c'est... Moi qui suis pas un énorme fan, même si je respecte Brian De Palma, c'est vrai qu'il y a sa patte un peu d'un vieux cinéma. Oui, un cinéma presque d'un autre temps, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu vois plus trop ce genre de film, surtout pour une grosse production comme celle-là. En tout cas, voilà, je suis content que vous ayez apprécié, je suis content de l'avoir relancé, parce que c'était mon choix. Ouais. Avant de faire le petit synopsis d'Allociné et de savoir combien de scènes vous avez choisi, je voudrais juste remercier tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, tous ceux qui nous laissent des petits commentaires. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur Apple Podcast ou Spotify, etc., etc. Je ne parlerai pas de YouTube Musique. YouTube tout court. YouTube tout court. Et donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide Énormément. énormément. Oui. Les copains, vous avez combien de scènes? Et ben J'ai pas moi... envie de demander à Chad, je le sais. Non, mais moi, j'en ai 2, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les vôtres. Donc, en fait, j'en ai comme si j'en avais 10. Et moi, j'en ai 3 ou 4, ça dépend de... C'est toujours comme ça avec Hugo. J'en ai 2, mais en fait, j'en ai 6. Hugo, il veut pas dire un chiffre précis. Non. Il est comme Et- ça. Je t'ai coupé la parole, Chan, parce que, en fait, toi, t'as tout le film. Mais pas du tout. Combien de scènes tu as, J'en ai pas Chan? beaucoup plus que Dom. Elle en a combien, Dom? 2? 2. J'en ai 7. Ah ben, en 30 ans, il a eu le temps de mûrir sa réflexion sur le film. Petit rappel, synopsis, Allociné. Votre mission, si vous l'acceptez, pour le compte du gouvernement américain, James Phelps et son équipe d'espions et de spécialistes sont chargés d'effectuer des missions qui, pour d'autres, seraient impossibles.
C'est pas du tout le synopsis Allociné, c'est le synopsis de la série Allociné. Ah, Pardon, d'accord. c'est le synopsis de la série, pardon. Alors, le synopsis de Mission Impossible sur Allociné, les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender, lors d'une réception dans l'ambassade américaine, un espion ennemi qui s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents en Europe centrale. Seulement, ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une taupe, a envoyé une seconde équipe sur place. C'est nul. Ils te disent ça dans le synopsis? C'est nul, hein? Ah bah ouais, c'est dommage. Mais au-delà de ça, il est nul, quoi. Il donne pas du tout envie. Oui, en plus, il donne pas très envie. Bon, on laisse tomber. Ouais. Faut pas le film. Bon. Chan, tu fais la scène d'ouverture? Alors, on démarre donc avec... C'est vraiment la première scène du film, la scène d'ouverture, avec un interrogatoire. Et on va vite voir que l'équipe Mission Impossible, la FMI, la Force... Non, la FIM en VO, la Force Impossible Mission. Ouais, la La Force FMI, Mission c'est le Impossible. Fonds monétaire international. Après, Donc la Force Mission Impossible. Donc ils vont utiliser une technique, donc la fameuse technique du masque, qui est reprise directement d'ailleurs de la série télévisée des années, je crois que la série elle a démarré en 60, 70, 80. Elle a été sur 3 66, décennies. ouais. tu regardais, Chan? Non, je regardais pas, mais je sais que je crois que mon grand-père regardait. Moi, je regardais, j'adorais. En noir et blanc et tout, elle était géniale. Donc cette fameuse technique du masque, c'est un peu la grosse signature de l'agence et de la saga. On va vite le découvrir, parce qu'ils vont un peu en abuser pendant tous les films. Mais pourquoi ils en abusent? Parce que moi, je pense surtout... Bon, vous avez tous la scène en tête. On voit souvent une scène qui se déroule et en fait, c'est Tom Cruise ou un agent. Non, c'est toujours Tom Cruise. Bon, oui, c'est souvent Tom Cruise qui est déguisé en quelqu'un d'autre, avec un maquillage ultra bien fait. Mais Un pourquoi- masque ultra bien fait. Oui, un masque et tout. Enfin, je crois qu'après, dans les 3-4, ils commencent même à se mettre des prothèses pour avoir vraiment la corpulence de la personne pour qui il veut se faire passer. Et donc, pourquoi il l'utilise autant? Parce que moi, je me suis posé la question. J'ai regardé, j'ai essayé de faire des recherches, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois où cette technologie est utilisée pendant les films, et je crois qu'ils en sont pas loin à 50. Oh la vache. Chiffre à vérifier. Mais c'est beaucoup. Et donc, je pense que c'est une technologie, à mon avis, qui leur a coûté la peau du cul. Et je pense que Il faut le rentabiliser. je pense que le manager là, de la Force Mission Impossible, il leur a dit, les gars, ce machin, il m'a coûté un bras, j'en ai rien à foutre. Vous allez me l'utiliser au moins une fois par mission. Je veux rien savoir. Je suis trop d'accord. C'est comme quand tu t'achètes une machine à café hyper chère. T'as tous tes potes, tu veux un café? T'es sûr? Comment ça, tu veux pas de café? Tu veux du thé? Non, prends du café. T'es trop relou, là, c'est pareil. Mais c'est clair. Et moi, je voudrais vous poser une question. Parce que, comme je vous l'ai dit, il l'utilise plein de fois, ce truc. Moi, à chaque fois, je tombe dans le panneau. Est-ce que vous, c'est pareil pour vous ou pas? Franchement, moi, à chaque fois, je me fais avoir. Ouais, moi aussi. Vraiment. Il n'y a aucun moment où... Moi, j'ai vu le film, donc non. Mais non, mais les premiers... T'es con. Les premières fois où tu vois les films, il n'y a aucun moment où je me suis dit... Alors- en fait, ils le font tellement... En fait, je veux te dire, ils le font tellement de fois que tu vas plus te dire, ah, attends, là, je suis sûr que c'est un masque. Là, sinon, en fait, tu te poses la question à chaque scène. Non, mais en fait, dans les prochains, à partir du 3, je crois, je me fais toujours avoir. Sauf quand tu connais les films, évidemment. Ouais. Mais dans celui-là, ça se voit que c'est du maquillage, tu vois Tom Cruise. Oui, en fait, il y a des... On va en parler, mais dans la scène de l'ambassade, tu vois que c'est des prothèses. Oui, mais ça, c'est pas caché. Oui, ça, c'est pas caché, c'est volontaire. Mais clairement, à partir du 3... Enfin, 2, 3... Enfin, je sais plus à partir de quand. C'est carrément le véritable comédien qui prend la place qui de est Tom plus Cruise. logique. Ce qui est donc impossible à déceler pour nous. Mais dans le scénario, moi, ça m'énerve à chaque fois de pas me dire, ah, bah Ouais. oui, non, là, c'est pas tel personnage, c'est Ethan Hunt. Ah oui, d'ailleurs, petit point, c'est pas le point VF. Petit point prononciation. Je l'ai vu en VF, vous l'avez tous vu en VF, Ouais. celui-là aussi. C'est Non. le seul épisode où dans la VF, ils disent Ethan. Non, mais c'est fou. Alors Ah que ouais à partir Ah, mais du c'est 2, fou. ils se sont dit, bah non, en fait, c'est une VF, donc on va dire Ethan Hunt. Donc ça passe très bien. Alors qu'ici, en fait, c'est comme dans les Version VO canadienne. québécoises. C'est le En meilleur. fait, il parle normalement avec un accent français. Et juste pour le prénom Ethan, il fait, alors ça va, comment tu vas, Ethan? Moi, j'avais Ça, t'as oublié. T'as pas vu la version canadienne? Ah non, non, sûr, sûr. sûr et certain. Et parce que j'ai vu la version française aussi, et c'est vrai que tu fais, mais qu'est-ce qui leur prend? Ethan. C'est hyper Ethan. bizarre. Je trouve le prénom très stylé. Ouais, c'est cool. Donc, scène super cool d'intro. Oui, excellente. T'as rien à dire, tu voulais juste parler du Moi, masque. je voulais parler du masque. Moi. Attends, mais tu crois que je suis venu ici pour parler de cinéma? Moi, j'aimerais quand même bien dire que dans cette scène, on découvre le personnage de Emmanuel Béard et quand même Cocorico, parce que 2 fois quand Cocorico. même deux Français dans ce film. Et je trouve que c'est balèze. Mince, c'est qui le deuxième? C'est Jean Reno. Ah oui, c'est vrai. Bah, enfin. T'es sûr que tu l'as vu?
Non, mais c'est vrai, j'ai oublié parce que je pensais que tu parlais de Christine Scott Thomas qui est franco-anglaise, je crois. Ah oui, d'accord. Ça s'enchaîne tout de suite avec le fameux générique de Mission Impossible avec la allumette, cette musique qui est super prenante, qui est géniale. Et ça, c'est moi qui voulais en parler. Alors c'est très simple parce que c'est un truc qui a été repris dans tous les Missions Impossibles, où en gros, pendant ce petit générique-là, ils te font une sorte de bande-annonce du film. C'est vrai. Je trouve ça, mais c'est une leçon de montage. Je le trouve ultra bien fait. C'est hyper rythmé. Je trouve ça super stylé pour un film d'action, aventure, espionnage. Je trouve que ça marche vachement bien. La musique, elle va super bien, elle est entraînante, etc. Mais je trouve qu'ils auraient pu montrer d'autres trucs qu'on ne voit pas dans le film. Parce qu'ils te montrent que des moments du film Bah oui, où il court ou des machins bah oui. comme ça. Elle est où la scène où il est en train de bouffer du couscous? Il est en train de lire un manga aux toilettes. Il y a un gars qui se cure le nez pendant qu'il conduit. Toi, tu voulais qu'on voit des tranches de vie, en fait, c'est ça? Moi, je veux des moments qu'on vit tous les jours. Parce que ce mec-là, il se fait chier en vacances, c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai, ça. Mais c'est le seul film qui fait ça. Et je trouve c'est bien. Et c'est une signature de leur part. Vraiment, tous les films démarrent comme ça. Enfin, Et je crois. le générique est monté comme ça, mais c'est curieux comme choix quand même. Ouais. Parce que c'est assez. Je crois pas qu'ils montrent évidemment pas des images qui spoilent, mais t'as quand même des trucs, si tu t'attardes dessus, il y a quand même des trucs un peu clés du film. Ouais, mais quand je même, à pense que chaque ça fois. va tellement vite. Et quand t'as pas encore vu le film, je pense que c'est impossible de te faire spoiler quoi que ce soit. En revanche, ce que tu dis me fait penser à un truc très drôle, c'est qu'imagine un monteur qui prend que justement vraiment les passages qui spoilent. Ce serait trop drôle. Bon ben, on va rentrer à la maison, du coup, on va sortir du cinéma. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas si dans le générique, tu vois Jean Reno ou pas. Non, je crois Ah, pas. tu le vois pas? Non, Oui, il te montre pas des personnages que tu découvres au fur et à mesure. Non, mais ils sont pas cons non plus, tu vois. Bah, je sais pas. Mais je trouve que c'est une vraie leçon de montage. C'est un montage, comme on dit. Tu sais, Ouais. le truc de Rocky, là. Montage. Ah non, ils le disent avec l'accent français. Montage. Ouais, et nous, on le reprend. On le dit Mais oui, avec grave, l'accent- on parce est qu'on Oui. Vous avez remarqué, quand on veut parler vraiment de cette notion cinématographique, on dit montage. Comme... Moi, je sais, quand j'étais aux États-Unis, quand ils disent tous rendez-vous pour dire rendez-vous. Ouais. Et moi, quand je parlais, je disais ouais, rendez-vous. Mais putain, t'es français, je suis con. Qu'est-ce que je suis? J'ai envie de me C'est frapper. Je suis trop con. Est-ce que tu disais aussi petit fou? Non, j'ai jamais dit petit four. Et donc voilà, je veux juste dire ça sur ce petit moment. C'est très rapide, mais je trouve que moi, il m'impressionne toujours ce petit montage. Je trouve qu'il est assez impressionnant et très prenant. Et à chaque fois, je sais quand tu regardes Mission Impossible, tu attends ce moment-là qui va te lancer dans le film. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que t'as ça dans très peu de films, ce moment où t'as le générique qui se lance et t'es un peu, quand on voit un nouveau qui sort au cinéma notamment, t'es un peu comme un dingue. C'est comme James Bond. tu vas voir exactement un nouveau Star Wars ou un nouveau James Bond au ciné. T'as le générique qui démarre, t'es là, ouh, trop bien, tu vois. C'est Et il y vrai, a quand même pas beaucoup de films qui te font ça. Pas beaucoup de sagas, pardon. Celui qui me rappelle vraiment Mission Impossible, c'est les génériques de James Bond. T'as parlé de Star Wars, mais Star Wars, c'est vraiment le truc avec le Du début. texte qui défile. Ça, c'est la signature. Mais vraiment, là où il y a un réel travail artistique de montage, à part ceux de James Bond, je vois pas d'autres Ouais, sagas je suis d'accord. qui reprennent ce principe-là. C'est plus un truc qu'on voit dans les séries. C'est pour ça que ça Ouais. fait série, en fait, Ouais. simplement. Et Oui, c'est Mission vrai. Impossible, que je dise pas de bêtises, c'est la première fois peut-être pas la première fois, mais c'est rare que ce soit un film qui vienne de la série. Généralement, c'est que tu fais un film et la série en découle. Ah non, je pense. Alors, je Ah, sais pas. Mais Buffy, c'est un film à l'origine. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de séries. C'est un petit film. Hein. De Buffy, c'est pour lui. Je le prends très premier degré. J'essaie de parler ta langue. Non, mais t'as quand même beaucoup de séries des années 60. Et Drôle de Dames, les machins comme ça qui ont Oui, été c'est vrai. repris après. Il y a eu Tu vois, des séries de Melon ces- aussi. Mais je crois que Mission ces Impossible, c'est époques-là. pas un des premiers qui a lancé le côté on a une série qui marchait, on la reprend. Bref, si vous le savez, dites-le nous. Comme ça. Parce que nous, on sait pas. Non, mais je pense pas trop. Ah ouais, tromper là-dessus. ok. Parce que Drôle de Dame, c'est venu après les films. Non, il y a eu la série d'abord et ensuite il y a eu la. Oui, mais je veux dire, c'est d'abord il y a eu Mission Impossible en cinéma qui a lancé le Ah, fait tu- qu'une ah oui, série. d'accord. Ah, de reprendre, oui, d'accord. Peut-être que J'avais pas compris ce que peut-être tu que voulais j'avais dire. pas été clair. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est sûrement ça. En tout cas, super générique Ouais. d'intro. Et on arrive tout de suite à ta scène, Chan. C'est Phelps, Yes. qui est le seul personnage. Le seul personnage repris de la série. Exactement. Donc, nous voyons Jim Phelps qui est installé dans un avion. Et là, tu as l'hôtesse qui vient lui proposer. Elle lui demande est-ce que vous voulez regarder un film? Et le mec lui répond non, je préfère le théâtre. Un non merci aurait suffi. Hein. C'est quoi cette réponse de gros péteux là? Mais surtout, ça bougez pas, on a justement on a la troupe du. Non, mais c'est quoi cette réponse hautaine? raison. C'est comme si tu disais tu veux écouter la musique? Non, je préfère l'orchestre symphonique. Bah, ça tombe bien. C'est vrai que c'est une réponse de gros relou, t'as raison. Donc voilà. Mais Moi, j'aurais adoré qu'ils lui disent ah oui, je vais bien regarder Bienvenue chez les Ch'tis. Comme Mais ça. tout de suite, il y a moins de prestance, ça fait moins classe.
Mais bon, on comprend très vite qu'en fait, l'hôtesse est là pour lui transmettre un message. Et on a affaire à la fameuse scène encore très caractéristique de Mission Impossible de la série. C'est lorsque un agent reçoit le résumé de la mission. Là, en l'occurrence, c'est un disque ou une cassette, peu importe. C'est trop bien. Et moi, à chaque fois, c'est la même chose. Le mec reçoit une tonne d'informations hyper importantes, hyper techniques, en moins de 10 secondes. Et après, le message s'auto-détruit. Attends, mais quoi ? C'est pas possible. Le mec... C'est Snapchat. C'est impossible. Le mec, il prend même pas de notes. C'est clair. Moi, j'ai retenu le quart de ce qui a été dit. Le truc s'autodétruit. Toi, dans l'avion, merde, non, tu la sors et ça te brûle. Attends, qui éteint quoi ? C'est pas possible. La quoi ? La liste de quoi ? Je cherche un bloc-notes, vite, ils sont mes crayons. Ah putain, il écrit pas à mon stylo. Non mais franchement, tu fais comme ça, tu lances le message, tu fais « Excusez-moi, hôtesse, je peux avoir un stylo s'il vous plaît ?» Et t'as le truc qui... Mais tu t'appelles l'hôtel. Vous savez pas notre exemplaire, j'ai rien retenu. C'est vrai, ça. Non mais moi j'y crois pas du tout à ce truc qu'ils nous font genre là. Vous savez, c'est comme... je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. C'est comme vous allez dans un bar avec 10 potes et vous faites une commande et genre le bar ou la barmaid, elle fait genre, elle note pas, elle fait vous inquiétez pas, je retire votre commande. Ouais, bien sûr. La meuf elle revient 10 minutes après, il manque la moitié de ta commande, ça me vénère. Ah bah c'est pas vous qui aviez commandé du chou-fleur. Bah non, moi c'est des frites, pardon. Donc Tenez oui. votre coca, mais j'ai demandé du vin. Ça arrive tout le temps. Et donc t'imagines Jim Phelps, il a pas du tout de mémoire, mais sa mission elle est toute pétée. Il recrute des faux agents, des mecs qui ont rien à voir. Il va à la mauvaise ambassade. Il crée un conflit entre deux pays. Donc ouais, en fait, je pense qu'ils sont surentraînés. C'est pour ça. Ah ouais, c'est pour te montrer qu'en fait, ils ont une mémoire oui. de ouf. À chaque fois qu'ils leur disent, ouais, voilà, mon compte bancaire, c'est 46, 26, 27, 27, 28, 29. Le mec, il a retenu. Bon, après, j'ai des chiffres très simples, là. T'as dit 27, 25, 26, 27, 28, 29, ça va. Parce que je suis pas un agent spécial. Et moi, je retiens rien du tout. J'ai déjà oublié comment vous vous appelez. J'ai dû écrire l'introduction du podcast parce que je me souvenais pas comment s'appelait cette chaîne. Oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai qu'à chaque fois, l'intro, on la retient jamais, donc on est obligé de la noter. Donc vous avez compris, on ne pourra jamais être agent du FMI. On pourrait, mais l'émission serait vraiment très basique et très catastrophique. Ouais. C'est à ce moment-là que tu apprends que le personnage d'Emmanuel Béard est l'épouse de... Parce que dans la petite vidéo, Oui. ils disent donc, il y aura l'agent Ethan Hunt, il y aura Bidule, et il y aura Claire, votre épouse. Et là, bah moi je dis non, en fait. Bah, bien sûr que non. Bah je dis non. Supérieur hiérarchique. Il y a un vrai souci. Ah oui, j'avais Ah bah pas pensé non. à ça. Ah non, moi j'avais mis alors elle supérieure de beauté. Parce que vraiment... Par rapport à lui, Non mais c'est pas possible. Bien, au bout d'un moment, là, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. faisons un petit point John Voight, John Voight. qui est le papa de Angelina Jolie. Ça, pourquoi Comment ça, pourquoi Comment Non, plutôt comment Alors, tu veux vraiment que je t'explique ? Ouais, c'est la maman. C'est la maman qui est très belle. moi j'avais aucune. Est-ce que vous êtes d'accord que dire que John Voight, il a vraiment la tête du méchant ? Tu sens que il est mauvais dans ce film, et tu sens que dans tous les films, il est mauvais à chaque fois. Ah, est-ce que c'est pas parce qu'on le connaît, le film, et que, bon, bah voilà, on sait. Je sais pas, il a toujours eu des rôles un peu comme ça. Ça se porte sur son visage, quoi, d'être un petit peu mauvais, d'être un peu dur. C'est vrai qu'il a pas l'air très sympathique. J'ai jamais vu un film où il était tendre. Hein. Ouais. Pendant très longtemps, je le confondais toujours avec Christopher Walken. Parce qu'ils ont un peu le même âge, la même génération, et ils jouent toujours aussi des rôles de méchants, tu vois. Ah ouais. Mais non, bah après John Voight, par rapport à Emmanuel Béard, bon, oui, il est vieux peut-être, mais il y a quand même une certaine aura, une certaine prestance. Non, Non mais d'accord. Enfin, je sais pas, toi, je trouve ça. Moi, je sais pas, je ne crois pas à ce couple. Ah ouais, donc Moi, fait, c'est marrant parce que moi, je crois pas en son jeu. On en reparlera plus tard quand on parlera d'Emmanuel Béard. j'en parlerai dans le point VF. Oui, tu peux. Donc, moi, j'adore cette scène. Elle se finit d'une manière très, très chouette. Moi qui étais un grand fan de la première série, la série originale, qui est en noir et blanc et tout. Ouais. Moi, elle était en couleur à la fin. À la fin, ouais, mais au début, c'était du noir et blanc. Il y a toujours donc cette fumée et dans l'avion. Comment il va dissimuler la fumée ? Il s'allume une clope. Parce qu'avant, on pouvait fumer dans l'avion. C'est pas la pire catastrophe qui existe. On fumait dans l'avion. Moi, je me rappelle, c'était une horreur. Ouais, j'avais pas tilté mais tu crois que c'est vraiment pour dissiper la fumée Bien sûr. Ah, oui, j'avais Il pas l'allume un peu en compris. avance, qu'il savait que le message allait s'autodétruire. Il a un peu anticipé. Ça se trouve, le message, il faisait encore 3 heures. Le gars, il aurait fumé 18 clopes. Non, Il avait juste envie de fumer une clope aussi. Non, c'est vraiment pour dissimuler. Non, c'est pour dissimuler la fumée. C'est Non, mais- c'est stylé. À la base, dans une scène coupée, il avait un petit ventilateur à pile. C'est comme dans petit clin d'œil à Friends, comme Chandler, quand il se cache Qui fume en cachette. pour fumer au Ouais. boulot.
C'est toujours toi qui dois garder la parole, Chan, parce que t'as la scène de la réception. Ouais. Mais il y a un truc qui est très drôle avant d'arriver à la scène de réception, parce qu'on saute un peu les scènes. Il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'ils sont tous dans la planque en train de parler du plan, etc. Et ils regardent en vidéo le mec dont Ethan va choper l'identité. Ouais. C'est déjà lui avec le masque. Oui. Je trouve ça trop drôle. Je vais essayer de lui ressembler. Bah non, c'est toi. Hein. C'est trop drôle. Ils se sont dit, on va galérer, on va le faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je pense aussi. Plutôt que de prendre un acteur et de le mettre à la place d'Ethan. Alors, Non, ouais. mais c'est tellement plus logique. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très drôle. Et bravo quand même aux maquilleurs, tout ça, parce qu'ils ont fait un taf de fou. Ah oui, non, bien sûr. Ah, par contre, si c'était quand même une vraie personne, tu te dis, non, mais là, il a une maladie de peau, le sénateur, il a quelque chose de... Il est même un peu figé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il peut pas tourner la tête comme Batman Oui. dans les premiers costumes. Dans les premiers films, il est pas souple au niveau du cou, il est obligé Ouais. de tourner tout son buste. Et donc on arrive à la réception, la fameuse réception dans l'ambassade. Ouais. Et c'est ta scène. Oui, exact. Nous sommes à Prague, donc on a compris par le brief que l'équipe de Mission Impossible doit traquer un mec qui est censé venir choper une liste de noms. Et je trouve, donc on nous fait comprendre que Mission Impossible, c'est quand même... tu vois, ils sont bons, quoi. Ouais, c'est Ouais, le top du top. Ils ont une mémoire de ouf, déjà. Mais je les trouve pas très discrets dans cette scène, je sais pas pour vous. Tu trouves Mais- Ah, donc, Tom Cruise, enfin, Ethan, je vais dire Ethan, je peux pas dire Ethan. Donc Ethan arrive déguisé en sénateur. Enfin, en sénateur en plâtre, du coup. Oui. Donc on le voit en vue subjective, donc on comprend que c'est lui grâce à la voix. Et là, tu as Christine Scott Thomas, le personnage de Sarah, qui lui saute dessus et qui lui, c'est même pas là, elle lui chuchote, elle dit à haute voix, regardez, le mec qu'on est en train de pister, il est dans l'escalier. Et surtout, il y a du monde autour, parce Oui, qu'il il y a du monde. en train de parler avec Mais des bien gens. sûr. La caméra bouge et t'as l'autre agent, Anna. la meuf, Alors, la plus chelou du monde. Elle est plantée en haut d'un escalier à la vue de tout le monde. Elle est toute seule, il y a personne autour d'elle. Elle a des lunettes Aviator teintées. Personne ne porte ça dans un gala. non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, ils sont tous habillés en mode gala années 90, Oui, oui. et elle est habillée années 60. Ouais. C'est très drôle. Mais il y a rien de moins discret. C'est pas du tout une position stratégique. Tout le Bien monde sûr. peut la griller. Et surtout, pourquoi des lunettes teintées? Bon, si, on comprend pourquoi des lunettes teintées. Mais en plus, elle fait le truc qu'on a déjà signalé dans James Bond, c'est que tu manipules pas ton matériel devant tout le monde. Tu ne touches pas tes lunettes, tu touches pas ton oreillette ou des trucs comme ça. Donc là, elle le fait. Non, mais surtout, elle a le regard suspicieux. Mais bien sûr. Bien sûr. Elle regarde tout le monde un peu genre. Non, mais elle parle. Mais exactement, c'est ça. C'est limite, elle a pas des jumelles, tu sais. Mais en plus, elle est même pas en haut de l'escalier. Je crois qu'elle est même au milieu de l'escalier. Oui. C'est encore plus Ce bizarre. serait tellement drôle qu'elle s'est fait un maquillage pour ressembler à un arbre. Elle a un journal avec 2 trous. Ah, mais oui. C'est quoi ces espions de merde? Le colis est dans la Ouais. cage, je répète. Et donc, on comprend pourquoi elle a des lunettes spéciales. C'est pour voir Sarah, le personnage de Sarah. Elle fout un espèce de parfum, enfin son parfum de poche, là. Donc déjà, move très discret aussi, elle le pchite au-dessus de sa tête Mm. pour pouvoir mettre une trace sur le gars qui sont en train de pister. Et donc on comprend que c'est grâce à ces lunettes que Anna réussit à voir, je sais pas comment, avec un détecteur de... Peut-être des détecteurs de chaleur ou un truc Oui, comme voilà. ça, ouais. Bah ça, j'ai trouvé ça super cool, mais vraiment pas du tout Mais discret. non, mais bien sûr. En Vraiment, fait, elle lève le bras, elle fait psh, psh. T'es là, bah, en fait, on te fait ça dans une soirée, t'es là, bah, qu'est-ce que. Imagine, elle éternue sur le gars. non, mais en fait, je pense que... Je sais pas si c'est parce que c'est une vision différente du cinéma à l'époque. Que ce soit dans Mission Impossible ou dans les James Bond, moi j'adorais tout ce qui était gadget. Bien sûr. Justement, à chaque nouveau James Bond, à chaque nouveau Ouais. Mission Impossible, tu découvres des nouveaux gadgets. Mais je pense que Brian De Palma, il s'est dit, il faut qu'on les voit bien. J'ai peur que les spectateurs ne passent à côté d'un truc, donc je vais vraiment l'accentuer à chaque fois. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a dit au tout début, c'est qu'il est vraiment dans son jus, mais je pense qu'il y a ce côté aussi où on s'en fout en fait de la technologie. Oui, oui. Tu vois, c'est vraiment, je vais te montrer un film d'espionnage avec une vraie intrigue et un vrai twist, quoi, Ouais. qui est très bien réalisé d'ailleurs. Après, je sais pas, parce que comme vous avez dit, le film a 30 ans, donc la technologie, enfin. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça semble hyper désuet, mais je pense que pour il y a 30 ans, c'était de là un peu haute technologie. Ah, mais donc bien moi, sûr. je trouve que ça. Non, mais je pense que là où aujourd'hui, tous les films d'espionnage, tu vois, les Missions Impossibles, il y en a eu 8, des Jason Bourne, Ouais. on a été biberonné à Ouais, c'est ça, vrai. donc tous les gadgets et tout ça, on est beaucoup plus habitués. Je pense qu'à l'époque, Oui. il y a 30 ans, bah, Bah, c'est c'est ce que je un dis. petit truc de Ouais. détecteur, il faut bien le montrer à l'écran. Oui, pour- oui, oui, Pour qu'on peut-être. puisse. Moi, je me souviens que quand elle lui pose le petit truc sur la veste, plus tard dans la scène, bien plus Oui. tard Ouais. à la CIA,
J'avais trouvé ça dingue. Je suis putain, c'est microscopique et tout. Non, tu le vois bien. On va y revenir. Moi, ce que je voulais ajouter sur cette scène, c'est qu'il continue la mission. En gros, t'as le mec qu'ils doivent pister, celui qu'ils ont parfumé. Ils descendent dans un espèce de sous-sol, donc ils le suivent avec l'ascenseur. Et en fait, ce sous-sol, c'est là où se trouve la liste que ce mec-là doit voler, et ils doivent le suivre en train de voler cette liste. Et le photographier, ils ont décidé, ils voulaient le filmer en flagrant délit. Je crois que c'est le personnage de Tom Cruise qui enlève ses lunettes, parce que c'est des lunettes avec une caméra dedans. Il pose les lunettes quelque part pile poil devant l'écran, ils vont se cacher pour que la caméra, les lunettes filment le mec en train de commettre son méfait. Et franchement, tu vois, Tom Cruise, quand il pose les lunettes, il a pas de retour. Il les pose un peu à l'aveugle au pifomètre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et moi, je me dis toujours, je sais pas si ça vous le fait, mais quand tu essaies de prendre une photo genre avec ton iPhone et que t'es tout seul, moi, je le pose quelque part, je mets un retardateur, je vais prendre la photo que je veux prendre, je vérifie ma photo, j'ai pris le plafond, tu vois, au lieu d'avoir pris... Et franchement, moi, tu me fais faire ça, tu peux être sûr que t'as pas du tout filmé le méfait, mais t'as filmé 45 degrés au-dessus ou 45 degrés en dessous, et que ça fonctionne absolument pas. Et surtout, ce qui est super drôle, c'est qu'il dit à un moment donné à Christine Scott Thomas, il fait non, mais les plus hautes, les lunettes. Et comment tu sais ? C'est pas ça, c'est que lui, il est tout petit, donc mets-les encore plus haut. Non, je critique pas, j'aime trop Tom Cruise. Et enfin, en tout cas, ils réussissent à filmer le mec en train de voler la disquette. Et tu vois, ça m'a fait penser que j'ai pas très bien compris le plan. Parce que justement, le plan, ils en parlent un petit peu avant, quand ils sont dans la planque, avant d'aller dans l'ambassade. Il dit, en gros, le plan, c'est on photographie le mec en train de voler la liste. Ensuite, on le suit dehors jusqu'à son acheteur. Et on les appréhende tous les deux. Ça, c'est le plan. Mais... En fait, ça sert à quoi d'aller photographier le mec en train de voler la liste ? Parce que la partie la plus compliquée du plan, c'était quand même de rentrer dans l'ambassade, de faire le truc du pchit de parfum, le truc de l'ascenseur, patati patata. Mais la partie qui se passe dehors, c'est censé être la plus simple. Il suffit de suivre le mec, d'attendre qu'il aille voir son acheteur et de les appréhender. En fait, il avait rien compris, Jim, au résumé de la mission. On lui a dit, prends un post-it, écris la mission. Il te fait une keynote en plusieurs étapes. Il voulait se la péter, mais il avait vraiment rien compris. En fait, il a pas écouté. Il avait rien compris parce qu'en fait, il suffisait juste d'attendre que le mec sorte avec la liste, de le suivre. Et en fait, toute cette partie dans l'ambassade, quand il pense, elle sert absolument à rien. Ça sert à quoi de le filmer en train de voler le truc si tu l'appréhendes 5 minutes plus tard avec le truc dans la poche? Il voulait voir une pièce de théâtre, en fait, il en a rien à foutre de son truc. Non, mais c'était pour la bande démo des gadgets. Bah oui. Ah, mais c'est pour ça, c'est pour rentabiliser les masques. Mais oui, ah putain, je vais pouvoir mettre un nouveau masque. Et après, j'ai noté un autre truc, c'est que ils sortent, donc le personnage de Ethan et Sarah. Ouais, Sarah, ils sortent par une espèce de trappe, on sait pas trop, qui est dans l'ascenseur et qui les amène directement dehors. Qui est même sous l'ascenseur. Ouais, sous l'ascenseur et qui les amène dehors. En fait, c'était pas plus simple de rentrer par là et de faire toute la mission par là dès le début, plutôt que de faire tout ce pataquès là dans l'ambassade, de se mettre un masque, de faire le parfum, de faire le machin, alors qu'il y avait une porte qui menait pile à la pièce qu'il fallait surveiller. Merde, c'est vrai. J'ai même pas de répartie tellement que c'est tellement voilà, logique. je voulais le dire. J'adore ce film, j'adore Brian De Palma, mais là, je n'ai pas compris. Ouais. Je peux pas rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que je peux On faire arrête le podcast, on arrête l'épisode là. Non, je peux pas rebondir sur ce que tu viens de dire, mais par contre, ce que je peux faire, c'est continuer parce que c'est ma scène. Ah, très bien. Et là, en fait, c'est trop chouette. C'est que ils sortent, comme tu l'as dit, et ils se retrouvent sur les quais de Seine, près du pont des Arts. Ils sont à Paris, les gars. Hein, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. T'as pas vu les cadenas là accrochés sur la barrière? C'est sûr. Les Vélib. Et comme c'est un film américain sur des Français, bon, c'est pas du tout ça, mais t'as forcément un mec avec une baguette. Une baguette. Baguette. Et t'as surtout un couple bourré. Ah oui. Ah oui. Alors, Ethan et Sarah sont dehors, ils font semblant de s'embrasser pour semer le doute et pour pas être repérés. C'est là que le plan tourne mal, tout tourne mal. Et je trouve, et je l'ai pas dit au tout début, mais je trouve que ce film, visuellement, la photo est sublime, tout est beau. Tous les plans sont magnifiques, la lumière est incroyable, tout est incroyable, mais vraiment tout est incroyable. Tous les plans, c'est des Dutch angle souvent. Ouais. Dutch angle, c'est un peu tordu pour c'est pour appuyer sur le côté un peu malaisant où il se passe quelque chose. Sur ces quais de Seine, on a une ambiance film noir. Mais je l'ai noté aussi. Mais oui, mais c'est chacun son tour. C'est mon truc. Ce que je voulais dire, c'est le seul truc intelligent que j'ai à dire sur ce film. Tu vas me laisser le dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais totalement d'accord avec toi. Ça fait très film noir. Il y a de la fumée. Un peu trop, j'ai mis entre parenthèses. Il y en a vraiment beaucoup. Tu sens qu'il y a la machine à fumer. Mais là, on est à Londres à l'époque de Jack l'Éventreur. Bien sûr. Tout est teinté un peu bleuté, etc. Christine Scott Thomas, elle est très pâle et elle a un rouge à lèvres très rouge pour faire sortir à l'écran, tu sais, couleur chaude, couleur froide. C'est sublime. Les images sont trop belles. Et c'est là donc tout part en vrille.
tout pour te faire péter un câble en tant que spectateur parce que t'as tous leurs plans qui ne se déroulent vraiment pas du tout comme prévu, alors qu'avant ils avaient dit tout était rodé, que tu penses que c'est des pros, etc. Tu parles. On a compris que c'était pas des pros. Bah, je pense que Phelps, il s'est même pas écouté, il se rappelle même pas ce qu'il fallait faire. En fait. Tout est de sa faute. Ouais, bien il sûr. avait qu'à prendre des notes. T'es en Exactement. train de dire qu'en fait, ils sont tous nuls, c'est ça? Bah, moi je dis, tout aurait pu être sauvé avec un petit post-it, c'est tout. Et donc là, tout part en vrille. Et j'aime bien parce que toi, tu comprends pas tout ce qui se passe, mais il y a un mec qui poursuit Phelps, il se fait tirer dessus, la voiture, elle explose. Ethan Hunt, il court à droite à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je vais attraper la knocklist ou pas du tout? Je suis le gars ou pas? Kristen Scott Thomas qui part en solo alors qu'on lui dit non, on ne repart pas. Et en fait, je trouve que c'est en matière de mise en scène et de construction narrative et de montage parallèle de plusieurs scènes, je trouve que c'est vraiment une masterclass. C'est super bien fait. Ouais, super chouette. Ouais, vraiment très beau. Et quand Kristen Scott Thomas, elle se retrouve toute seule sur les quais, avec, comme tu dis, bon, il y avait un peu trop de fumée, mais quand même, et tu sens le danger, le côté, il va lui arriver un truc, c'est sûr, tu te dis, c'est pas possible, en fait, là. Non. Bah, il y a Jack l'Éventreur qui va arriver, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Et je trouve ça, je trouve cette scène hyper glaçante. Enfin, tout ce que t'as dit, quoi. Mais Moi, j'avais envie de le redire, parce que c'est trop vrai. Le côté film noir et film aussi d'auteur. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette scène, dans toute cette séquence qui se passe dans les rues de Prague, la musique est très discrète. Elle n'est pas aussi présente que comme dans les derniers Missions Impossibles. C'est pas en mode John Williams, Hans Zimmer à fond derrière. C'est de la musique presque tu l'oublies tellement elle est. Et en fait, ce qui fait que les images ont beaucoup plus de poids. Ouais. Et sont beaucoup plus marquantes. Bah, quand tu montes, savoir quand est-ce que tu ne mets pas de musique, justement, c'est une force aussi. Et là, j'aime bien parce qu'en fait, Ethan court à droite à gauche et les autres, ils sont plus ou moins calmes. Tu vois ce que je veux dire? À part Phelps qui courait un petit peu, t'as une sorte de calme avec un truc un peu haletant. Qui se passe. Et je trouve que cette scène, elle est. Bah, pour moi, c'est une des meilleures du film. Oui, largement. Vraiment. Cette scène, elle cristallise un peu ce pourquoi j'aime ce film, c'est-à-dire qu'il arrive à te faire passer l'action de manière. Il se passe vraiment des choses et toi, c'est un petit peu haletant. Et en même temps, comme tu viens de le dire, c'est très calme. Il y a un côté sang-froid parce que tu sens que c'est des agents qui maîtrisent, qui paniquent pas. Et en même temps, il est en train vraiment de se passer quelque chose de absolument pas normal. Et je trouve ça très bien fait. Vraiment très réussi. Surtout que tu comprends que leur équipe, ils se connaissent bien, il y a la femme de l'autre, ils sont amis, ils sont proches. T'as eu cette petite scène avant dont on n'a pas parlé, où dans la planque, où ils se vannent entre eux et tout. Ils se vannent entre eux, etc., pour montrer qu'il y a de la complicité. Oh ouais. Et là, en fait, Ethan retrouve Sarah, donc Christine, c'est impossible son nom, Sarah morte, en train de mourir, en tout cas, agonisante. Et il récupère un couteau dans la main. Le premier truc que je me dis, c'est mais laisse pas tes empreintes. Sauf que Ethan, il est agent secret, il s'en fout de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Ah, bien sûr. Ah oui. Et puis il escalade la porte plutôt que de partir simplement à droite. Mais pourquoi? Barre-toi. C'est pour montrer qu'il s'est passé au-dessus des portes. Et moi, nous, l'avion, c'était fini. Quel avion? Le post-it. Le post-it. Nous, on aurait tout écrit comme les mecs qui écrivent leur mot de passe Wi-Fi sur un post-it, ils le collent sur leur ordinateur. Bien sûr. Tu sais, ou leur mot de passe ordinateur. Et leur mot de passe, généralement, c'est cheval 1, 2, 3. Comment tu connais mon mot de passe? Et donc là, Ethan, il est dépité. Toute sa vie professionnelle, en tout cas, elle vient de s'écrouler devant lui, puisqu'au final, on comprend que ça fait longtemps qu'ils font des missions. Ils sont ensemble depuis longtemps. Cette équipe est bien rodée de MIF. Ethan cherche une solution de être rapatrié par la CIA. Et c'est ta scène d'homme, c'est quand il retrouve Kittredge. Vas-y, je vous mets au défi de le dire. Kittredge. Oh. Si tu le dis 3 fois correctement devant un miroir, il apparaît derrière toi et il te tue. Et donc, c'est la scène dans l'aquarium. Fameuse scène. Exactement. Alors, juste avant... Il nage avec les requins. Il nage et tout. Bah, il est paniqué, comme tu l'as dit, toute son équipe vient de mourir, donc il appelle un petit peu du renfort. Et j'ai pensé à toi, Hugo, parce qu'il va dans une cabine téléphonique et il fait tango, tango. Regardez l'épisode sur Cliffhanger, vous comprendrez cette blague. Surtout, moi je pensais que tu disais, t'as pensé à Hugo pour autre chose. Il n'a pas essuyé le combiné avant de téléphoner. Et il n'a pas essuyé le combiné avant de téléphoner, donc j'ai pensé 2 fois à Hugo. Parce qu'il a un truc qui met par-dessus, et j'ai trouvé ça très stylé. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais il visse un machin. Ça va pas être repéré. Et ce qui aurait été super drôle, c'est que le téléphone sonne avant et que ce soit le gars de Phone Game qui lui dit je sais que ta femme elle est machin. De quoi tu parles? Tout le monde est mort là, je suis occupé. Il raccroche. Non mais t'imagines, t'as la version Tom Cruise et genre il raccroche. J'ai pas le temps pour tes conneries. Moi je suis un professionnel. C'est marrant parce que moi, t'entends ce que tu viens de dire, j'ai cru que t'allais dire c'est Simon qui appelle pour lui faire une énigme.
Un crossover de fou. Ah ouais. Dans les années 90, ils avaient un délire avec les cabines téléphoniques. Hein. En vrai, c'est que c'était un lieu très cinématographique. C'est super, une cabine téléphonique. Bien sûr, c'est hyper stylé. C'est dégueulasse, mais c'est hyper stylé. C'est immonde. En plus, il faut toucher des pièces pour mettre... Oh Ah. Donc, toute mon équipe est morte et la disquette a disparu. En gros, c'est ça qu'il dit à son boss. Et son boss lui dit, ok, rendez-vous... On va se faire des sushis. rendez-vous à l'aquarium. Il s'y rend et en fait, donc l'aquarium, c'est un resto qui s'appelle Aquarium, j'ai noté. Alors, ça aurait été super drôle que l'aquarium, ce soit vraiment un truc à Prague où tu fumes des gros pétards. Tu sais, c'est un gros aquarium. Il y a de la fumée et tout. Il y a que des rastas. Bah non, là, c'est un resto, tout simplement, avec beaucoup de poissons. Et donc là, ils discutent, etc. Et puis, Ethan, il sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il sent que la discussion... il sent qu'il y a quelque chose de louche. Et pourquoi il sent qu'il y a quelque chose de louche ? Parce qu'il repère que, en fait, pendant la mission, il y avait une deuxième équipe Mission Impossible. Ouais, tous les gars de l'ambassade, ils étaient là. Quoi. C'est ça. Comment il repère qu'il y avait une deuxième équipe ? C'est qu'en effet, il repère dans ce resto là des gens qui sont en train de dîner, un couple, une personne, un serveur, etc. Bah, qu'en fait, ces personnes-là, elles étaient également présentes dans l'ambassade. Et ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, comme quoi c'est des super agents, ils ont une super mémoire. Parce que, franchement, un gars que tu vois 2 secondes et demie en clignant des yeux, là, qui était au fond en train de faire le serveur... Et là, tu le retrouves dans le resto avec sa femme ou je sais pas quoi pour faire le lien que c'est le même mec. Non mais les gars, moi quand je joue au poker, vous le savez très bien parce qu'on joue souvent ensemble, il faut que je regarde 7 fois mes cartes. Pour savoir ce que t'as. Alors qu'il y en a que 2 à retenir. Oui. Ah, mais... Enfin, je suis d'accord avec toi, il y a le côté un peu Jason Bourne où il voit les choses sans les regarder. Ouais. Et ça, c'est super cool, c'est très stylé au cinéma et tout. Mais d'un autre côté, je comprends pourquoi ça, c'était la deuxième équipe. Parce qu'eux, ils ont pas de maquillage, ils ont pas de gadgets, ils ont rien du tout. Ils ont les mêmes fringues. Il aurait pu se raser, le mec. Enfin, je sais pas. Et puis surtout, ils sont pas non plus d'une super discrétion, hein, comparé à l'équipe de Ethan. J'aurais adoré que, parce que dans l'équipe B, dans l'ambassade, il y avait un couple un peu bourré. Le couple qui est dehors et voyez, ça aurait été trop drôle qu'ils restent dans leur personnage de bourré au resto. Tu sais. Resserre-moi un petit coup de rouge. Ah merde, j'ai oublié, c'était pas mon rôle. J'aurais adoré voir la version de Phelps, le directeur de cette équipe B, qui est en train de prendre des notes de la mission, et le truc qui filme et que tu le vois s'énerver derrière, genre non, j'ai pas eu le temps. C'est vraiment l'équipe de merde. C'est les stagiaires, ils sont encore en rodage. Ils sont pas du tout prêts. Et tu vois le mec qui fait oh non, zut, j'ai pas eu le temps d'écrire. En tout cas, j'ai trouvé que, je sais pas pourquoi, ça m'a vachement fait penser. Et donc là, à ce moment-là, il a des petits flashbacks de non mais attendez, le mec que j'ai vu là, en fait, il était là, et tu vois des petites images de ce qui s'est passé avant. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait vachement penser aux révélations un peu Hercule Poirot. Enfin, c'est toujours dans ce délire un peu film noir à l'ancienne. J'adore, personnellement, j'adore. Il y a une patte comme ça dans ce film que j'aime beaucoup. Et là, il apprend que en fait, toute cette opération, elle était montée pour arrêter une taupe. Et sauf que... Quoi ? Pardon. L'animal. Je pensais à l'animal. Aussi. Parce que ça fait des petits tas dans le jardin. C'est relou les C'est taupes. super chiant. Moi, je connais quelqu'un, ça lui a ruiné son jardin. Elle a dépensé des milliers. Alors que t'achètes un furet, c'est fini. T'imagines, tu vois Ethan avec un furet. Bah c'est bon, je l'ai attrapé. Allez, mission impossible, c'est fini. On va prendre l'apéro. Oh, le film de merde. Et là, en fait, le piège se referme un peu sur lui parce qu'il comprend que son supérieur, donc Kittredge, pense qu'en fait, la taupe, c'était lui. J'adore ce moment parce que, pareil, c'est hyper... t'as les plans, comme tu l'as dit tout à l'heure, les plans qui sont un petit peu penchés, qui te mettent un malaise, c'est filmé de manière... Enfin, les angles de caméra sont... Là, t'as vraiment un gros malaise à ce moment-là où Tom Cruise... il est comme pris au piège, quoi. Et je trouve ça hyper... Tu te mets à sa place, tu te dis, merde, en fait, là, j'ai été clairement piégé, tout le monde pense que je suis coupable, toute mon équipe est morte, c'est horrible. Enfin, tu vois, quand y penses, là, t'as eu quand même la tension, tout ce qui s'est passé avant, où tu te dis, là, toute son équipe est morte, il est dans la merde, t'avais l'impression d'être au point culminant. Et en fait, le point culminant, non, t'y étais pas, parce que c'est maintenant, et c'est encore pire, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup ce moment de tension. Mais heureusement, comment il s'en sort ? Très important. Alors, le truc le plus dangereux de la Terre. Comme dans tous les films où il y a des gadgets, au début du film, on te montre des gadgets, et dans Totally Spies, il y avait ça tout le temps. Elle vient de placer Totally Spies. Alors oui, vas-y. Oui. Ah, mais je dis ça, mais Au début, on te dit, pour cette mission, vous aurez 3 gadgets. C'est vrai. Un rouge à lèvres bombe, un blush à paupières, je sais pas quoi, filet à papillon et... En fait, je fais genre, je rigole là, mais en fait, je regardais Totally Spies aussi. Je sais pas ce que c'est. Tu connais pas Totally C'est un Spies ? dessin animé ?
Ouais, Ouais. c'est avec les trois. Ça reprenait un peu le délire drôle de dame. Ouais. Bon bref, et on te montre toujours les gadgets que tu auras pour cette mission-là, mais de manière totalement arbitraire, parce que personne ne va savoir à l'avance de quoi tu vas avoir besoin. Tu vois, le truc du chewing-gum, à l'origine, tu te dis, pourquoi lui donner ça? Parce que c'est toujours bien d'avoir un truc qui explose très fort dans Ouais, ta bah, poche. d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... T'es parti. Qui ne nécessite que de se plier en deux pour exploser. Et sachant que le gars fait des cascades toute la journée. Oui, C'est-à-dire que là, c'est pas du tout dangereux. Hein. le gars, il a couru, il a monté un escalier, il perd ses boules. Moi, je... Non, mais c'est ça. Je pense que là, il le sort de sa poche. Il est déjà plié en Mais quatre, c'est le n'importe- truc. Non, mais c'est impossible. Vous avez Voilà. déjà laissé traîner un chewing-gum dans vos poches? Moi, l'autre fois, je bricolais, j'avais un tube de super glue dans mon pantalon de bricolage. Non, erreur. Je me suis. C'est vrai? Mais oui. C'est n'importe quoi. Surtout que quand ils lui ont donné le chewing-gum pour lui montrer le gadget, il était en train d'en mâcher, c'est-à-dire pour montrer genre qu'il en mâche et que c'est à lui qu'il faut donner le chewing-gum, etc. T'imagines, tu te trompes, tu mâches le truc, mais tu perds toutes tes dents. C'est même pas tes dents, là, tu perds Oui, non, mais ta- d'accord, mais... Là, je pense que c'est un peu plus que les dents. Là. Non, parce qu'à mon avis, quand tu le mâches, c'est un peu caillouteux, le truc. Il y a un peu du... Tu vois ce que je veux dire? C'est une texture qui tu peux pas mâcher. C'est marrant que tu vois ça comme ça parce que toi, tu vois le truc comme quoi il se trompe. Au lieu de prendre son vrai chewing-gum, il prend le gadget. Moi, c'était l'inverse auquel j'ai pensé. Il pense utiliser le gadget parce que, tu vois, là, le mec, ah, vous êtes piégé, Ethan. Et l'autre, il fait, eh ben non, parce que j'ai un chewing-gum et paf, il le lance contre la vitre. Et là, il se passe rien. C'est un malabar. Fraise, vanille. C'est vrai, t'imagines? Merde. Bigou. C'est un truc bigou. Mais non, mais en pire, t'imagines, il balance un tic-tac. Il a pas compris. Le truc, il rebondit sur la vitre. Bon, en tout cas, il arrive à s'en sortir, il arrive à fuir. J'ai noté que définitivement l'équipe B était nulle parce que le mec était quand même seul et ils étaient 25, ils n'ont pas réussi à la rattraper. Et cette scène se finit comme ça et t'as quand même un enchaînement, je trouve, de 3 grosses scènes, faut le dire. T'as quand même le casse, entre guillemets, dans l'ambassade, suivi de toute la partie un peu film noir dont on a parlé, où le plan se barre en couille. Et cette scène-là, qui est quand même une grosse scène aussi. Et je trouve qu'en tant que spectateur, tu vois ce film pour la première fois, t'en prends quand même plein la tronche. Bon, pas beaucoup de temps, quoi. Et surtout que c'est pas fini, j'enchaîne avec ma scène, qui est la suite exacte, parfaite de ta scène. C'est Ethan qui retourne à la planque. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau plan du film. C'est l'escalier un peu, alors je dirais pas colimaçon, mais tu sais, qui est un peu en rond, comme ça. Ah oui, je vois très bien. Qui est pris en top shot, là. Ouais. Ouais. Et en fait, t'as Ethan qui monte et la caméra qui va dans l'autre sens. Et je trouve ça, mais divinement bien réalisé. Je trouve que Ethan fait preuve de beaucoup de vandalisme avec les ampoules, etc. Oui, moi, je trouve qu'il respecte pas trop le matériel et le petit personnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui va nettoyer Mais après? grave. Moi, j'avais pas compris la première fois pourquoi il faisait ça. Mais en fait, c'est pour créer c'est oui. pour alerter. C'est ça? Ah oui. Non, c'est juste qu'il est... C'est juste un vandale. Et donc, je le trouve un peu parano, personnellement. Bah, attends, il a raison. T'as vu ce qui vient de lui arriver? Ouais, il exagère un peu quand même. Toute son équipe est Ça morte. va, ça va. Il a été trahi, la CIA est contre lui et tout. Oui. Et donc, je trouve que les plans sont magnifiques. En fait, je trouve ça super bien. Je trouve ça très réaliste. Je m'explique. Il prend sa veste pour retirer l'ampoule parce que ça va être brûlant. Nous, on aurait mis la main direct. Aïe, tu sais, ça te brûle. Tu remets la main dessus parce que tu peux. La deuxième fois, ta peau est un C'est peu moins plus chaud, dure. ouais. Ou c'est moins chaud. Sauf que tu te rebrûles une deuxième fois avant que tu comprennes qu'il faut que tu prennes ta veste. Lui, il le fait direct. Je trouve ça super intelligent. Par contre, il casse le verre, enfin l'ampoule dans sa veste et après il l'éparpille. Moi, j'ai la veste, après ne la remets pas. Hein, parce que Ah bah tu sais, ça fait mal les Petit bout de verre. petits bouts de bien verre. sûr. Ensuite, il se lèche les doigts, il enlève l'autre ampoule pour éteindre la lumière. Donc il la dévisse un tout petit peu pour éteindre la lumière pour qu'on soit dans le noir. Je sais pas, je trouve ça vraiment très malin, très réaliste, très bien pensé. C'est les petits détails comme ça qui font que ce film, je trouve grand. Mais tu vois que c'est des vrais agents secrets. Et il pense Donc, à tout. Ouais, pas comme nous. Bah nous, Et donc là, il rentre dans cette planque, j'allais dire chez lui, mais il rentre dans la planque. Il cherche de l'argent, je sais pas pourquoi, sûrement pour s'échapper ou autre. Les plans sont sublimes, ça passe du sol vers le plafond. C'est vraiment, si vous n'avez pas revu le film pour le podcast ou si vous n'avez pas revu dernièrement, je vous invite vraiment à vous retaper un peu un petit visionnage parce que les plans méritent Ouais. le détour. Vraiment. Il se tracasse, il fait travailler ses méninges en fait pour essayer de trouver la solution de comment il peut s'en sortir. Donc il cherche qui est Max, la personne qui voulait acheter cette liste. Et là, c'est très très drôle. Il va sur Internet
Et qu'est-ce qu'il recherche sur Internet ? Bah, comment aller sur Internet. Je vous jure que c'est vrai, il est sur un truc qui a marqué Internet Access et il cherche Internet Access. Et c'est comme si tu vas sur Google et tu tapes Google. C'est stupide. Ça, c'est un truc qui a très, très, très mal vieilli. Ah bah tu sens que c'était les tout débuts de l'informatique, là, vraiment. Ah ouais, mais chercher Google sur Google, c'est quand même très cool. Et d'autant que qu'est-ce qu'il cherche après ? Est-ce que tu l'as noté ? Alors, pour être très sincère, c'est que j'ai noté tout ce qu'il recherchait et je me suis dit, je vais les rechercher aussi pour voir s'il y a quelque chose de drôle qui sort. C'est vrai ? Ouais. Et en fait, bah, c'est pas très drôle. Il commence par chercher, je crois, Job 314. Ouais. Et il a aucune information qui ressort. Alors qu'en réalité, tout de suite, t'as la Bible qui sort. Tout de suite. Quand tu Aujourd'hui, pas à l'époque. Aujourd'hui, mais c'est vrai que je sais pas, moi, peut-être parce que j'ai vu le film, je m'en souviens. Ouais. Bon, il a aucune réponse. Et ensuite, il cherche Max, donc Max, la personne qui veut lui acheter, et il marque max.com. Et en fait, quand tu cherches ça sur Internet, c'est HBO Max. Si tu peux rien faire, c'est que des trucs de streaming. T'as essayé, mais max.com, c'est Ouais. tout de suite HBO. Quoi que tu marques sur Google ou directement en URL, il te trouve HBO Max, quoi qu'il arrive. Mais c'est marrant que t'aies pensé à chercher, à faire la recherche pour Parce voir qu'en sur fait, quoi tu tomberais. Je vous dis la vérité, tout le fond de ma pensée, c'est moi je me dis, combien de temps tu mets à chercher quelque chose sur Internet avant qu'il y ait du porno qui sorte ? Et moi je voulais voir au bout de combien de recherches il y avait du porno qui ressortait et qu'est-ce qui allait ressortir pour trouver une vanne. Et en fait, il n'y a rien du tout. Et donc, ma vanne, c'est quoi ? C'est que bah, franchement, un mec tout seul qui a besoin de décompresser, qui est devant Internet, franchement, il cherche pas de job ou la Bible. Attends, on te montre pas tout, il y a des scènes coupées aussi. Ah, c'est celle que tu voulais voir dans le générique ? C'est ce genre de scène ? Si je devais changer quelque chose au film, ça serait ça. Surtout que si vous tapez job sur Internet, il y a quand même de grandes chances que vous tombez sur un truc chelou. Oui, surtout maintenant. Ah bon ? Tout ça pour dire que dans les années 90, ils étaient pas si pervers que ça. Si, je pense que si Internet a été créé uniquement pour ça. Donc voilà, j'aime bien cette scène où il rentre à l'appart pour le début, pas pour la scène Internet, parce qu'elle a vraiment mal vieilli, malheureusement. Bah, moi, je trouve qu'elle a en effet très mal vieilli, mais justement, j'adore la regarder, je me la suis même repassée parce que je trouve que la recherche qu'il fait a vraiment ni queue ni tête. Enfin, au début, donc il est là, tu sais, il cherche un peu à voix haute comme nous, comme quand tu veux montrer que quelqu'un réfléchit. Il est là, Max, Job 314, Job 314, Job314.com. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs, tu te dis, il espérait vraiment tomber sur quelque chose. C'est très drôle. Et en fait, par un enchaînement de moves comme ça sur cette espèce de vieil Internet, c'est même pas c'est un Internet de l'époque, c'est plus un genre de Wikipédia finalement qu'autre chose. C'est presque du Minitel à ce stade-là. Ouais, quasi. Ils sont en carta. Et par un procédé qu'on comprend pas vraiment, il arrive à trouver une adresse mail, donc max@job314. Mais Non, je m'excuse. ah bon, t'as compris le truc, toi ? Job espace 314, qui n'existe pas du tout dans les mails. Excuse-moi, je vraiment pardon pour cette erreur. Et en fait, quand tu regardes, et c'est pour ça en fait que je l'ai regardé une deuxième fois, c'est que j'ai essayé de comprendre ce qui l'avait amené à taper cette adresse mail précise. Moi, j'avoue que j'ai pas compris, mais il y a peut-être un truc que j'ai raté. Enfin, en tout cas, tu sens qu'à l'époque, c'était genre on tape machin arrobase et puis voilà quoi, ça marche. Enfin, tu sens qu'ils savaient qu'à l'époque, les gens savaient pas trop bien comment on utilise tout ça et que ça passe. Et qu'on se prend pas plus la tête que ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai interprété. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, on voit qu'il écrit le même message à une autre adresse, enfin, l'adresse faite un peu différemment. Genre max@job ou un truc comme ça. Il change un truc. Ouais, je sais plus exactement, mais... En fait, c'est comme les mecs qui cherchent à envoyer un mail à quelqu'un, ils essayent toutes les adresses possibles. Oui. Donc voilà, bah, cette scène est plutôt marrante et elle se termine... Enfin, elle est plutôt marrante. Ouais, je pense qu'elle n'est pas réaliste parce que c'est pas ce que tu fais sur Internet. Et on comprend qu'il s'endort un peu, qu'il est crevé. Il a une dure journée, quoi, une dure soirée. Hein. Une bonne journée de travail. Oui, il a perdu tout le monde. Et on entend du bruit, donc le paiement de la préparation avec les ampoules. Oui. Et on entend le Tu fais vachement bien l'ampoule. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu marches une fois sur une ampoule du verre brisé, tu marches pas deux fois, tu t'arrêtes. Elle continue comme une grosse. Elle est complètement con. Surtout, c'était un agent secret. Elle rentre de soirée, en fait, elle est complètement À mon avis, elle est encore en stage aussi. Hein. Elle n'est pas vraiment agent, elle. Je suis pas sûre qu'elle a été recrutée pour... Elle a peut-être été recrutée pour d'autres raisons, elle. Je ne sais pas. Et jeu. Je te dis que la discrétion, c'est pas la force première de cette équipe. Non, vraiment pas. Et donc là, il imagine que c'est donc Phelps qui revient, mais finalement, c'est la femme de Phelps qui est Emmanuelle Béard. Et j'aime bien parce que en fait, il est en train d'imaginer que Phelps lui arrive dessus avec du sang. Alors moi, déjà, me touche pas. Ça fait très peur. Je suis dégoûte. Et finalement, c'est elle. Je sais pas pourquoi elle le caresse plutôt que de le réveiller doucement. Il est très chelou, ce personnage de... Ouais. Claire. On peut en parler maintenant ? Ouais. Oui, vas-y. En fait, j'aime bien. C'est mieux que ça soit elle, d'homme qui critique les personnages féminins. Comme ça, on est couvert, tu vois. C'est une vraie licorne. Vas-y, Dom. Je te laisse écoutez, la parole. Je trouve... Alors, enfin, je sais pas,
Déjà, elle est... bon, ça a pas forcément... Enfin, c'est important pour le film qu'elle soit très belle, parce qu'on va comprendre qu'il fallait qu'elle le drague un petit peu, etc. Donc ça a son importance. Donc, je trouve elle est d'une beauté renversante, Emmanuelle Béard. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Bon. Non, vous n'êtes pas de cet avis, vous? C'est toujours subjectif, tout ça, mais oui, c'est une belle femme. Après, Wow, c'est pas... C'est difficile. Hein. Moi, je suis pas du tout superficiel, ça m'intéresse pas le physique. Ok, donc elle est très belle, mais je Non, trouve mais si, c'est une belle femme. qu'elle est hyper agaçante dans le Elle a une film. très grosse lèvre supérieure, mais... Bah, elle fait que des mous, déjà, pendant tout le Elle est film. trop belle. Et en fait, il y a un côté... Alors, ok, oui, elle est censée le chauffer un petit peu pour le draguer, donc c'est normal qu'elle soit un peu ambiguë avec lui, c'est vrai. Mais je trouve que cette ambiguïté, elle est, même lui, vis-à-vis d'elle, très bizarre. C'est-à-dire que là, il pense au début, sa première idée, c'est que c'est elle la traîtresse. Donc, il la prend, il la chope, il commence par la plotter un peu partout pour voir si elle n'a pas une arme planquée. Mais c'est de manière hyper... Et elle prend des pauses... mais pas du tout naturel en fait, tu vois, un peu cambré, machin, etc. Après, il la fout sur le lit, il lui tient les mains, mais un peu en mode... En fait, t'as l'impression que c'est un affrontement entre eux, mais en fait, c'est un affrontement qui a l'air hyper sexuel, en fait. Et ça, c'est hyper bizarre, ce ton, je trouve, du film. Et elle est là, oh non, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tu vois. Déjà, un truc qui m'agace, c'est qu'elle chuchote pendant tout le film. Ouais. Toutes ces répliques, elle les chuchote, ça m'énerve. Non, moi, je comprends tout ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est la femme de ton mentor / ami de toujours. Ouais. Il vient de mourir, bah, mais c'est bon, t'as la voie libre. Donc fonce. Mais c'est pas ça, moi je trouve qu'elle joue très très mal. Ces jeux de regard exagérés, c'est... Ah ouais? Est-ce qu'il est sérieux là? Il est toujours sérieux. Alors ça m'a moins choquée, tu vois, parce que je pense que, je sais pas, ça fait partie du personnage, un personnage un peu mystérieux, un petit peu que t'arrives pas trop à cerner. J'ai pas, moi, trouvé spécialement qu'elle jouait mal. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas perturbée. Mais ça m'a vraiment perturbé, cette gestuelle qu'il y a entre deux. Oui, il y a toujours une tension sexuelle Ouais. à chaque fois qu'il y a une interaction entre les deux. Bah, tu vois, par exemple, ce moment auquel je fais référence, il l'allonge sur le lit, il pense encore qu'elle est coupable et il lui dit non, mais pourquoi t'es revenu ici? Comment tu savais que machin? Enfin, en fait, c'est un petit peu comme s'il était en train de l'interroger, un peu comme un interrogatoire. Bah, c'est très simple, t'aurais jamais eu ce genre de mouvement entre deux hommes. Si c'était quelqu'un d'autre qui était arrivé dans la planque à ce moment-là et que ce quelqu'un d'autre, c'était, mettons, je sais pas, l'informaticien, celui qui est mort au début dans l'ascenseur, mais jamais il l'aurait pris, il l'aurait empoigné comme ça et il se serait allongé sur lui, sur le lit, tu vois. Si. Et c'est vraiment très bizarre. Il se serait déguisé en Emmanuel Béard. Mais c'est pas possible. Il aurait utilisé la technologie du masque. En fait, tu devrais être agent, agent Mission Impossible, toi. C'est ton rêve. Ah oui, c'est vrai. T'aurais toutes les excuses du monde pour Il y a pouvoir une scène, te déguiser. il est dans la baignoire en train de se raser les jambes et tout. Tu veux qu'on te fasse un jingle? Le point déguisement d'Hugo. C'est le point déguisement. Faut être Ravelot. Bon, en tout cas, c'est très drôle parce qu'après, il reçoit un mail parce qu'il a une nouvelle adresse email qui s'appelle job@bookofjob avec des espaces. Il n'y a pas .com, .fr, il n'y a rien du tout. C'est très drôle. Et donc, elle lui dit, bah, tu me retrouves au coin de je sais pas quelle place et de je sais pas quelle rue à une heure précise et achète un paquet de cigarettes et le mec qui est sur le banc, tu lui demandes une allumette. T'as pas moins précis. Franchement, c'est fou quand même comme précision. Bon, après, ça va, c'est pas très compliqué à réaliser, non? Mais non, c'est pas compliqué à réaliser, mais enfin, s'il est non-fumeur, Mais et s'il a pas d'argent, qu'est-ce que tu racontes? Non, moi je trouve plus que les méchants, de manière générale, quand ils demandent ce genre de truc, puisque t'as souvent ça dans les films un peu d'espionnage, oui, asseyez-vous et demandez-lui, je sais pas quoi, comme tu dis, des cigarettes. Je trouve qu'il manque un peu d'imagination, les méchants. Moi j'aurais fait des trucs plus drôles, je sais pas, genre. fais le canard. Excusez-moi, monsieur, avez-vous des saucisses de morteau? Je sais pas, un truc. Comment est votre blanquette? Exactement. Voilà, un truc qui change un peu. Et moi, j'ai noté, je sais pas pourquoi, je suis sûre que vous êtes fait la remarque, mais j'ai noté qu'il avait du coup rendez-vous sur le banc avec un des méchants de Piège de cristal. Tellement. Oui, c'est lui. Tellement. Vous ne trouvez pas? Bien sûr. Il lui Il a ressemble la même grave. tronche. Mais il a surtout un manteau avec d'énormes épaulettes. Oui. C'est la mode des années 80, fin 80. Ouais, c'est vrai que c'est un peu too much. Ouais, c'est trop là. C'est le gars qui ressemble à Gérard Depardieu. Oui, c'est ça. Quand il était jeune. Mais quoi, y a pas un pinard ici? Ouais, je fais très mal Gérard Depardieu. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon con? Qu'est-ce qui se passe? Je m'y attendais pas. Je crois que personne s'y attendait là, ce qui vient de se passer. Je m'y attendais pas du tout. Allez, on se reprend là. Mais c'est le retour des vacances, on est content.
Bon, on va arrêter les imitations. Ah non. On va laisser ça aux professionnels. En tout cas, voilà, la scène se finit ici, donc il part voir Max, etc., etc. Et on arrive à la scène. On va sauter un peu des scènes. On va arriver à la scène de la CIA, la fameuse. C'est un peu la plus grosse scène du film. Ouais, je pense. Oui. Pas d'espionnage, mais d'infiltration. Ouais. Et juste avant, je crois que tu as un petit point VF. Et je suis trop content parce que trop bien. on a notre jingle. C'est le point VF, c'est le point VF de Chad. Ce qui est relou avec le jingle, c'est qu'on le chante plus. Mais c'est de votre faute, hein, c'est vous qui avez voulu Ce que faire. je vais enlever la voix qu'on a enregistrée. Je vais mettre juste la musique, comme ça on pourra le chanter. Ah ouais. J'adore cette idée. Point VF d'aujourd'hui. Trop bien. Alors, je sais que toi, Hugo, tu l'as vu en VO et que Dom, tu l'as vu en VF. Oui. Alors, la VF, je suis très très partagé parce qu'elle est de qualité, mais par contre, Ethan Hunt, doublé par Patrick Poivet, c'est pas possible. Ça fait bizarre. Ça fait très 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 bizarre. En fait, pendant Bruce Willis tout le film, pendant tout le film, j'avais l'impression d'avoir Bruce Willis qui parle. Enfin non, pas Bruce Willis, John McClane qui parlait. Et c'est extrêmement perturbant. Ce choix est très très bizarre de la part des directeurs de casting, La production, quoi. La production, exactement. Et donc, Patrick Poivet, qu'on a déjà évoqué ici beaucoup de fois, était la voix principale, enfin en tout cas une des voix principales de Bruce Willis. Patrick Poivet qui est décédé en 2020. Je vais parler beaucoup de comédiens de doublage décédés, malheureusement, dans ce point VF. Et donc, ça le fait vraiment pas du tout. En plus, il prend vraiment l'intonation de John McClane. À plein de scènes. En fait, Patrick Poivet, il a doublé évidemment beaucoup de rôles en dehors de Bruce Willis. Mais quand il faisait Bruce Willis, il avait vraiment cette voix qui partait un peu dans les aigus et un peu vanneuse, tu vois. Mais c'est lui la voix officielle de Tom Cruise, française? Patrick Poivet ? Ouais. Ah non, pas du tout, justement. Celle qu'on a plus l'habitude d'entendre, c'est celle de Jean-Philippe Puy-Martin, qui double aussi Tom Hanks, et qui a repris le rôle d'Ethan Hunt à partir du 3, si je me trompe pas. Et ensuite, il est dans la plupart des films connus de Tom Cruise, c'est Jean-Philippe Puy-Martin. Mais là, Patrick Poivet, c'est très très bizarre. On a aussi donc la voix de John Voight, donc Jim Phelps, qui a été doublé par Claude Giraud, qu'on a déjà évoqué dans ce podcast, parce que c'était la première voix d'Indiana Jones. Ah bah ouais. Première, avant que Richard Darbois ne prenne le relais. Elle est bien, sa voix. Ouais, et très bien. Elle est bien. Et aussi, pour les fans d'Harry Potter, c'est la voix d'Alan Rickman, Rogue, dans toute la saga. Il a doublé que sur cette saga-là. C'est la voix du serpent. Ensuite, tu parlais de Luther. C'est le meilleur personnage de tous les temps. Ouais. C'est vrai qu'il est cool. Et d'ailleurs, Luther, seul personnage en dehors d'Ethan Hunt qui est présent dans toute la Tous les saga. Ouais, c'est fou, possible. Et j'ai lu quelque part que, en gros, ils ont choisi ce personnage-là, cet acteur-là, parce qu'il était l'opposé de ce qu'on pense d'un geek, d'un mec hacker, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il est trop. Il a pas Mais le stéréotype du geek. Mais non, il est trop cool, il a un chapeau, il est trop habillé, trop stylé et tout. Moi, vraiment, Ouais. c'est mon personnage, c'est Ouais, mon je l'adore chouchou de aussi. toute la saga. Et donc, il était doublé par Jacques Martial, décédé récemment, en 2025. Et, Ah ouais ouais. Et c'est la voix de Wesley Snipes dans Demolition Man. Ah, c'est vrai? Ouais. Et c'est la voix aussi je l'ai déjà dit, mais dans Samuel L. Jackson. Non, pas dans Samuel L. Jackson. C'est la voix de Samuel L. Jackson dans les Star Wars. Il doublait Mace Windu. Et pas dans Non. Die Hard. Non. On aurait eu un truc, Ouais. tu sais, genre un gros bug. Et c'est aussi la voix de Booba dans Forrest Gump. Ah, je croyais chanteur. Ah, c'est vrai. Le rappeur, pardon. Non, dans Forrest Gump, le vrai Booba. Ah, Benjamin Buford Blue. Oui. Exactement. Et, petite nouveauté dans le point VF, nous avons 3 comédiens qui se doublent eux-mêmes dans ce film. Ah. Et on en a rapidement évoqué. Donc, en premier lieu, nous avons Emmanuelle Béard qui se double elle-même et c'est une catastrophe. Non, qui se chuchote elle-même. Oui, qui se chuchote elle-même. Parce que c'est très connu qu'il est très très difficile de s'auto-doubler. C'est un exercice vraiment pas facile. C'est bizarre, hein? C'est très très bizarre. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire pour un délire, enfin, un truc qu'on avait fait et c'est vraiment. En fait, tu penses que c'est facile, mais c'est pas du tout évident. Tu reprends des intonations qui sont pas naturelles, donc c'est un exercice très dur. C'est vrai que j'ai entendu dire ça très souvent et que c'est souvent pour ça que c'est un peu raté, Oui. les comédiens qui se redoublent eux-mêmes. Et surtout qu'elle chuchote, elle. C'est très compliqué. Mais je crois que l'exercice est particulièrement difficile en effet. Par contre, nous avons aussi Christine Scott Thomas qui se double elle-même parce qu'elle parle couramment français et je trouve qu'elle le fait très bien. Après, dans toutes les sources que j'ai trouvées, j'ai essayé de chercher dans plusieurs sources pour voir si c'était vrai ou pas. Mais je trouve qu'en fait, dans le film, dans la VF, elle n'a aucun accent. Alors que quand elle parle en interview, quand vous l'entendez, elle a un léger accent british, quoi. British, ouais.
Mais en même temps, elle a 2 lignes de dialogue. Elle Oui, meurt au oui, c'est début. vrai. C'est ce Mais, que j'allais dire, elle parle peu. C'est elle peut-être parle pour peu. ça que t'as pas. Il n'y a pas d'accent parce qu'elle parle pas, en fait. Oui, c'est vrai. Et on la voit peu en plus. Et par contre, dernier comédien qui se double lui-même, c'est Jean Reno. Ah oui. Et là, par contre, c'est extrêmement bien fait. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il est très très bon dans cet exercice. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Jean Reno, on le sait peu, mais il a beaucoup de fois, enfin, en tout cas pour un comédien aussi connu, il a fait beaucoup de doublages. Et ce qu'on appelle pour ceux qui connaissent un star talent. D'ailleurs, c'est un sujet un peu épineux dans le monde du doublage, c'est quand on fait appel à une star pour venir doubler. Alors qu'il y a plein de comédiens de doublage dont c'est le métier principal. Et bon, en général, c'est pas très bien, enfin pas très apprécié par le milieu. Mais de temps en temps, on a quand même un star talent qui est extrêmement bon dans l'exercice. Et c'est le cas de Jean Reno qui se double donc dans ce film. Et sachez que Jean Reno a doublé des personnages cultes de notre enfance. Ah, j'en ai un. Oui. J'ai un dessin animé. Non, si Allez, tu vas le dire. Tu veux le dire, Dom, ou pas ? Bah ouais, je viens. Vas-y. Je pense qu'il double Mufasa dans Le Roi Lion. Exactement. Ah bon ? C'est Mufasa. Tu dois sauver ma mort, Simba. C'est dans les Simpsons. Il a une pure voix, il a une voix hyper caverneuse, hyper grave. Il a aussi doublé alors, un très vieux film, Dom, je suis sûr que tu vas adorer, et je suis sûr que tu l'as aussi, dans L'Incroyable Voyage, le film avec les trois... il double le chien. Mais bien sûr, Shadow. Shadow. Évidemment. Golden Retriever. Et enfin, Il le fait très bien. j'ai noté... Le Golden Retriever ou le chien ou la voix ? Bah la voix du Golden Retriever. Non mais vraiment. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un Disney qui a pas eu énormément de succès. C'est l'Atlantide, l'Empire perdu. J'adore. Et il joue, il double le rôle de Vincenzo, l'artificier. Tu sais, c'est celui qui parle comme ça, avec un petit accent italien. Ah, c'est lui ? C'est Jean Reno. Ça, je m'en C'est souviens pas toi pas. qui me l'a fait découvrir, ce film ? C'est possible. Si vous n'avez pas vu Atlantide, regardez-le, c'est un très bon Disney. Oui. Qui a pas eu beaucoup Il est très très chouette. Ouais. Donc voilà pour mon point VF du jour. Mais Jean Reno, c'est vrai que quand on... Pardon, je reviens dessus. Au-delà de sa carrière de comédien, moi je l'adore, mais il a une voix de ouf. Enfin vraiment, il a vraiment une voix de comédien de doublage. Je suis même presque étonnée qu'on l'entende pas plus doubler de choses. Non, mais je pense qu'il a déjà Parce sa qu'il joue carrière. mal. Non, mais parce qu'il a sa carrière. T'as dit quoi ? Parce qu'il joue mal. Oh non ! Tu fais partie des gens qui aiment pas le jeu de Jean Reno, toi. Bah, en fait, je trouve que Jean Reno, quand il a pas beaucoup de texte, il est très très fort. Il a une très bonne gueule et sa voix est très posée, etc. Mais quand il commence à avoir beaucoup de dialogue, etc., je le trouve pas bon. Ah ouais C'est marrant, parce que moi je le trouve excellent, mais tu vois, comme quoi. Ce n'est que mon avis. Bien sûr, ouais. Bon, bah, super. Merci, Chan. Bah, je vous en prie. Tu sais que maintenant, quand parfois je regarde des films en français, j'ai la curiosité d'aller voir ah tiens, qu'est-ce qui a doublé ce film. Et ben maintenant, j'y vais plus. Parce que je me dis, bah non, Chan va peut-être en parler dans le point VF. Et comme j'aime bien avoir la surprise de ce que tu vas dire, bah du coup, maintenant, je regarde plus. Moi, je ferais un point VO. Ça n'a aucun... Ouais, franchement, bien fait. La voix, nickel. Après, je tiens quand même à le dire, mais les comédiens de doublage ayant fait énormément de films, évidemment, je cite pas toute leur voxographie à chaque fois, parce que sinon ça prendra des plombs. Oui, bah oui. Donc je parle surtout de films qui nous ont marqué, nous trois déjà, et aussi la plupart du grand public. Tu fais bien. Bah, tu gardes le micro, même si oui. Je te l'enlève pas, mais c'est toujours ta scène. Alors, on arrive au siège de la CIA. Et c'est pas un siège. Ils ont un plan qui est plutôt chaud. Ils ont un plan qui est plutôt chaud. Ouais. Moi, je comprends pourquoi ça s'appelle Mission Impossible, parce que franchement, moi, tu me le dis, je fais bah non. Ouais, bah oui. Mais d'autant que ça demande quand même de rassembler un matériel. Tu te dis, en fait, ils ont trouvé tout ça où ? Justement, je vais en parler. Oui. Bon, ils ont fomenté un plan, ils ont engagé Luther et Krieger, joués par Jean Reno, des agents qui ne sont plus officiels. On comprend que c'est des mecs qui ont été désavoués parce que... pas compris. Faut que tu le re-regardes une fois pour comprendre. Mais franchement, j'avais pas compris, je pensais que c'était les mecs en freelance. Bah, c'est le cas. Si, ils sont en freelance, mais parce qu'ils ont plus le droit, en fait. Des ex-agents, quoi. C'est des ex-agents. D'accord, oui. Donc, Je le savais. Tu payes l'URSSAF et tout. Bien sûr. Alors, on commence par... je passe tous les petits détails, mais moi, je voudrais m'attarder sur la scène dans la cafétéria. Nous avons notre très chère Claire, jouée par Emmanuel Béard. On comprend très vite qu'il doit mettre un produit dans le café de l'agent de la CIA qui veulent empoisonner pour laisser la voie libre à Ethan et Krieger pour la suite de la mission. Et pour ça, donc, elle doit s'asseoir à côté de lui. C'est logique. Mais là, c'est pas elle s'assoit à côté de lui, c'est elle s'assoit sur lui. Sur ses genoux. Elle le pousse un peu. La table est énorme. Ils sont deux. C'est vrai. Qui fait ça ? À part des pickpockets, qui fait ça, franchement ? C'est les mêmes relous qui viennent se coller à toi au cinéma quand la Exactement. salle est vide.
du tout suspect. Encore une fois, discrétion zéro. Et surtout, elle est en rouge pour bien tu la vois Oui. bien à l'écran, ça Oui. c'est logique. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui me dérange moi dans cette scène. Comment Attends, non, stop. Comment ça, c'est logique? Pas du tout. Mais si, parce que dans les films, pour te montrer que Ouais, c'est pour quelqu'un cinématographique. pour Ouais, quelqu'un d'accord. sorte à l'image et que tu la suives et que tu saches que c'est elle, il faut la mettre d'une autre couleur. Non, mais ok, quand tu regardes un film, mais dans la réalité de De voilà, la mission impossible. elle est censée être infiltrée, c'est un peu secret, elle est pas censée être. C'est pas comme si elle devait draguer le mec ou justement ce serait normal qu'elle soit hyper pulpeuse parce que parfois, tu vois, il y a ça dans les films, la fille doit un peu Oui, draguer le elle mec. est censée passer Non. inaperçue, là. Exactement, non Dom. mais là, c'est Non, abusé je quoi. suis pas d'accord avec toi parce que t'as oublié que c'est Emmanuel Béard, elle est con. Mais en tout cas, quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, aussi proche, qui te touche, qui te souffle dessus, premièrement, tu te décales. Et quoi qu'il arrive, tu tournes vers elle et tu la regardes, on est d'accord? Bah oui. Est-ce que Oui, vous ouais. avez vu son calepin, ce qu'il y a écrit dessus? De elle À lui ou à elle? À elle. Lui, il lit le journal. Ah oui, c'est vrai. Elle, déjà, elle se colle à son café. Moi, tu t'approches pas de mon café, je te le dis direct. Mhm. Les gens qui te parlent et qui te poussionnent sur ta bouffe, c'est insupportable. Et en fait, son calepin, bah, il y a des. Au début, je croyais que c'était des calculs mathématiques. Ça ressemblait à ça. Et en fait, c'est des gribouillis. Il y a rien. C'est Ah bon des gribouillis. Oui, pour faire genre, elle note des trucs. Non, mais ils sont pas dit, genre, qu'il y a une caméra qui va être au-dessus, qui va Ouais. filmer le truc. C'est vraiment. Ah ouais Je pense que c'est une grosse C'est un erreur faux- de. pas un faux Étape raccord, 1, mais c'est mettre le poison dans le café. Étape 2, coller Non, la pastille non, sur non, le tu- sur le tu sais, il y a- costume. Tu sais, il y a un croquis comme Bibi P. le coyote. Tu sais, avec le plan, comment mettre du poison. Non, mais encore une fois, cette scène est. Je pense que pour moi, elle est un peu ratée en termes de scénographie. C'est bizarre. En plus, c'est un top shot, donc tu vois clairement la position de Claire. Elle se colle vraiment à lui, et même le café de l'agent de la CIA, il est positionné bizarrement. Tu vois qu'en fait, ça a été vraiment mis pour que la scène puisse être tournée, alors que c'est pas du tout crédible dans la vraie vie. T'en as parlé, la réaction du mec. Je pense que si c'était pas Emmanuel Béard, avec ce qu'elle représente et ce qu'elle dégage, le mec se serait levé. Et si c'était serait un, parti à la si table c'était d'à un côté, mec, ouais. mais bien sûr. Donc, scène très très chelou. Bah, de deux choses l'une, c'est que soit effectivement c'est pas Emmanuel Béard et le mec se décale et se dit mais qu'est-ce qu'il me veut celle-là Oui. pour aller plus loin, Ouais, soit c'est- justement c'est Emmanuel Béard et là le mec il fait dis donc il essaie d'engager la conversation. Non mais c'est pas possible qu'une nana pareille aussi, enfin voilà, lui il a l'air complètement différent, genre ah ouais t'as la bombasse du siècle qui vient se coller à moi avec son truc rouge et son gros rouge à lèvres et non bah, moi je sûr lis l'équipe, S'ils enfin, en- je sais Ils pas. envoient Bertrand, le mec de la photocopieuse, je te promets que c'est pas la même réaction. Bah quoi, c'est peut-être un mec très 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 fidèle à sa femme et qu'il ne voit que sa femme. Non, mais attends, je suis pas en train d'insinuer que forcément parce que c'est une belle fille et qu'elle vient se coller à lui, le mec va la draguer, devenir un gros lourd. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais forcément, ça te provoque, enfin, je sais pas, T'as une vision de réaction, l'homme qui me dégoûte. Mais non, mais je sais pas. Enfin, le mec, il en a rien. Il trouve pas ça bizarre qu'elle vienne se coller comme ça. Oui. C'est bizarre. Non, oui, le fait qu'il ne trouve pas ça bizarre, ça je trouve ça bizarre. Mais le fait que ça soit Emmanuel Béard, je m'en fous. Je suis Enfin, d'ac- Bon, il a le droit de s'en foutre complètement d'Emmanuel Béard. Moi, je suis d'accord avec toi, Chan. Il y a un problème de mise en scène ici. Il y a un truc qui est Oui. un peu trop exagéré, Mm. qui est pas discret, qui est pas subtil. Il y a un truc de. Exactement, ça manque de subtilité. Ouais. Pour sauver un petit peu le truc, pour essayer de sauver, enfin d'aller dans le sens du film, c'est qu'après, elle doit délicatement poser une sorte de, de petite pastille microscopique sur sa veste. Et donc, elle doit l'effleurer. Il la regarde à ce moment-là Oui. et c'est là qu'il a tiré par elle et qu'il la remarque. Oui, pour la toute première fois, alors que ça fait déjà 5 minutes Mais qu'elle tu- s'est collée à lui. Tu peux te dire qu'il est concentré sur son journal et qu'il pense à autre chose, etc. Mm. Donc, en fait, ça passe. C'est étrange, mais ça passe. Mais je trouve qu'on l'a remarqué parce qu'on le regarde Oui. pour le podcast, on va pas se mentir. Oh, non, mais ça, c'est sûr. Et en parallèle, Ethan et Jean Reno s'infiltrent dans les conduits. Et c'est moi qui vais en parler encore une fois. Donc ils sont dans les conduits d'aération pour atteindre la trappe qui donne l'accès à la salle hyper sécurisée. Faut qu'on parle de cette salle juste 3 secondes, parce qu'il y a la scène de ouf et tout. Ouais. Mais cette salle, c'est un bureau, on est d'accord? Oui. Je trouve ça beaucoup pour une seule personne. C'est-à-dire que le gars, comme là, il a envie d'aller aux toilettes, il faut qu'il demande à la secrétaire doit se lever à chaque fois. Enfin, Ça va être relou. Non, mais c'est la pire salle, c'est le truc, pire boulot. c'est la salle la moins intelligente de la Terre pour avoir du secret. Enfin, je trouve que c'est nul, quoi. Bah, moi, ce que je comprends
surtout pas, c'est que tu comprends que cette salle, elle est très, très, très sécurisée parce qu'elle doit protéger des données importantes. Mais lui, ce monsieur qui travaille toute la journée, il fait quoi concrètement dans cette salle? On comprend pas vraiment. Il rentre, il va sur Internet, il marque Internet. Comme Ethan. Mais tu vois, c'est pas clair. Quel est le boulot de ce mec? C'est pas clair. Moi, je trouve que c'est des moyens dépensés pour pas grand-chose. C'est un peu trop gros par rapport à ce qu'il demande. Ouais, je sais pas. On t'en parlera au chef de la CIA. Bah, c'est tout con, hein. Tu mets un ordinateur avec un mot de passe et c'est réglé, quoi. Tu le mets dos à un Ton mot mur. de passe de tout à l'heure, là, c'était quoi? Avec un Chien post-it 1, 2, 3, 4 ou je sais Ouais, plus quoi, cheval, là. 1, 2, 3, 4. Mais donc, on n'est pas encore dans la salle. On est donc avec Ethan et Krieger dans les conduits. Donc, ils arrivent au-dessus de la trappe. On voit que la trappe, il explique en plus dans le brief qu'il y a des lasers, des capteurs laser pour détecter une intrusion. Moi, je trouve qu'ils leur gadget là pour détourner les lasers, je trouve que ça c'est un move un peu trop facile. Oui. Moi, j'ai pas compris le gadget. Moi, je pense qu'en fait ils te mettent deux trucs dessus et avec un effet de miroir, ils détournent les lasers. Donc Simplement. ça l'éteint Mais- pas en fait, ça, il est en Oui, continu. Et d'accord. pour moi, c'est absolument bidon parce qu'un laser, c'est des capteurs. Donc, ce truc-là, déjà, je ne l'accepte pas. Oui, mais il avait un chewing-gum qui explosait la scène d'avant, donc si tu veux. Il y a un petit truc que j'accepte pas avant les lasers. Je peux le dire ou pas? Bien sûr. Parce que pour accéder au laser, tu vois, j'allais dire Bruce Willis, Ethan Hunt qui grimpe dans les conduits avec des espèces de ventouses. Moi, j'ai des espèces de trucs à ventouses pour accrocher mes petites serviettes de salle de bain. Ça se pète la gueule tout le temps. Donc, moi, je trouve qu'il y a un truc, ça marche pas. J'avais la même Moi, chose. Non, c'est Pour la- mensonge, ça. La savonnette, ça se cassait la gueule tout le temps. C'est pas possible. Bon, le coup des lasers, ça passe. On accepte, mais bon. Mais c'est limite. Mais vraiment, je voudrais m'attarder sur cette scène parce qu'au moment où ils sont au-dessus de la trappe, quand j'étais plus jeune, j'avais pas compris vraiment à quel point cette scène était exceptionnelle. Je parle vraiment du moment où ils sont au-dessus de la salle. Ils n'ont pas encore ouvert la trappe. Il y a un détail, après mon visionnage de la semaine dernière, qui a tout changé. Vous allez me dire, ouais, c'est la tension, Non. le Je sais silence ce que c'est. pesant, tout ça. Pas du tout. Au moment où ils ouvrent la trappe, ils utilisent un récupérateur de vis. Bien sûr. Attends, je répète. Un récupérateur de vis. Qui a ça? Vous commencez à me connaître. J'ai 1 millier d'outils chez moi. J'ai pas ce truc. Les mecs, ils ont pensé à tout. Ça veut dire qu'à l'agence, au siège de Mission Impossible, il y a un ingénieur. Il s'est dit, un jour, pendant une mission hyper périlleuse, il y aura forcément un agent qui va devoir dévisser une trappe par le dessus. Et forcément, la vis, elle va tomber. Eh ben non. Grâce à mon récup-vis, tout ça se passera bien. M6 Poutine. Non, mais vous avez tous bricolé ici autour de la table. Combien de fois en essayant de dévisser dans des endroits où tu es obligé de te tordre la main ou derrière une plaque de placo, encore une fois, ta vis, elle tombe dans l'au-delà des vis. Mais je pense qu'il y a un endroit dans cet univers où toutes les vis qui se tombent se retrouvent et pleurent ensemble parce que les gens n'ont pas de récup-vis. Probablement, elles Donc- sont probablement au même endroit que les couvercles de Tupperware, je pense. Donc si cet outil existe, je veux que vous m'en offriez un, le récup-vis. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai pensé à toi en voyant. C'est Je me vrai suis dit- ouais, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, Chan, il aimerait bien ça. Mais moi, c'est pas le fait qu'il ça récupère tout seul les vis qui m'a titillé, c'est le fait que ça dévisse tout seul les vis. C'est incroyable, ça. Bah, c'est un aimant. Comment ça dévisse tous les vis? En fait, c'est... Mais non, mais il le dévisse par-dessus, par le pas dessus. du tout. Mais bien sûr que si. Ah, bah, moi, j'ai... non. Attends, on est vraiment en train de débattre de Mais ça. c'est très important. Ah, moi, j'ai compris comme Hugo, moi, que c'est un Mais espèce d'aimant. C'est un truc Mais qui pas met- du tout. Mais c'est un aimant et l'aimant fait que la vis se tourne Mais et non. ça la Le récupère. seul truc, tu vois, il y a un petit bras, un Oui. petit truc qui Ah oui. descend et qui... Il y a le petit Ouais. truc qui se plie pour Ouais. récupérer C'est la un vis. truc magnétique. Mais par au-dessus, eux, ils le dévissent par crois au-dessus. non, je crois Ah pas. non, là, si c'est ça, tu m'as tout cassé, le Mission Non, je Impossible, pense là. pas. Mais non, l'outil n'est fait que pour récupérer la vis. Tu crois? Et par le haut, ils dévissent l'écrou avec un boule. Mais non, parce que Avec le. Mais du coup, c'est avec hyper une pince. nul. Mais non, parce que la tête de vis, elle est de ce côté-là. Non, mais c'est. mais Pour oui, moi, c'est ça. Mais non. Oui, mais ça, Tu c'est pas... bricoles pas assez, Hugo. C'est pas parce Il y que a la tête de vis, oui. d'un côté et de l'autre côté, t'as un écrou. Tu sais, c'est le... Oui, il a raison. Je pense pas. Mais ok. Tu m'as tout détruit. Moi, je pensais que c'était un truc magnétique qui dévissait tout seul les vis. Pour moi, il active l'aimant et l'aimant est tellement fort que. Bon, vas-y, on vous, va vous êtes allé trop loin, là. L'outil ne sert que à récupérer les vis. On a Les gars, compris la faire, même chose, on va Hugo faire et moi. pause, on va aller chercher sur internet l'outil. On va le commander. Non, j'ai On va le cherché, ça n'existe recevoir. pas. On va le recevoir et on fera des tests. Oui, Je suis allé sur Mano Mano, ça n'existe pas. Donc, ils arrivent à dévisser la vis et on arrive enfin à la scène. Je pense que c'est la scène qui caractérise le plus. Mission Impossible, Mission la Impossible saga 1. même. Hein. Oui, je pense qu'en fait, tu demandes à quelqu'un dans la rue, donnez-moi une scène qui vous a marqué. Le tournevis. Le mec, il te parle du tournevis. Je pense que tout le monde va te sortir cette scène, même si tu connais pas Ouais. Mission Impossible. C'est inévitable qu'une personne ne te dise pas ce fameux Ouais. plan où Tom Cruise est accroché.
Et donc, cette scène est incroyable. Elle est ouf. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence totale De musique. de musique et de son. Bon, c'est un peu exagéré parce que je pense que son costume en truc, là, ça doit couiner dans tous les sens à chaque fois qu'il fait un mouvement. Donc, je pense qu'en post-prod, ils ont complètement supprimé tout ça. Mais ouais, le fait qu'il y ait vraiment un silence, total dans cette scène, ça te maintient une tension de malade. Il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'au début, tu es dans les conduits avec lui et il t'explique qu'il y a 3 capteurs. Il y a température, il y a un thermomètre rectal Mais près de l'indicateur. Il est con. Mais non, il y a une sorte de tige comme ça. Donc, tu as la température, tu as le côté sonore et la pression au sol. la pression au sol, merci. Et pour te montrer que le capteur sonore fonctionne, qu'est-ce qui se passe ? L'autre, il éternue comme par hasard. Il est très con, Krieger. Hein. Ah ouais, c'est Il insupportable. est nul à chier. On va en parler après. Hein. C'est le Je pire pense que agent. c'est le pire agent. On comprend pourquoi il a été désavoué, lui. Pas assez Parce qu'en fait, il était nul. dans son motif de licenciement, pas assez discret. Il est parti au prud'homme, il fait « Bah oui, t'es pas assez discret, qu'est-ce que je te dise ? Regarde, t'as une veste fluo qui est juste... » Lui, le test de mémoire, là, avec le message qui s'autodétruit, il a pas passé. Ça marche pas. Je trouve que, en effet, t'as ce côté, à partir du moment où il rentre dans la scène, Chad, en fait, c'est marrant, t'as raison, parce que ils sont dans les conduits, ils font un peu de bruit, enfin, ils sont discrets, mais il y a encore, voilà, puis à partir du moment où ils rentrent dans la scène, c'est silence. Donc déjà, c'est très perturbant et très bien fait. Mais, autre mensonge de ce moment, il y a beaucoup de mensonges dans cette scène de la CIA, hein, je sais. Moi, j'en ai relevé beaucoup. Ils ont dévissé, donc encore une fois, les vis, ils retirent la grille. T'as déjà essayé de retirer une grille, ça fait un boucan de malade. Là, le truc, il a déjà sonné 25 fois, hein, le détecteur de... Et puis t'oublies toujours une petite vis, même si t'as un récupérateur de vis. Donc ça, un peu limite hein, quand même, niveau sur le truc sonore, là. Il y a un truc que j'ai lu qui est fort. Bon, on sait tous que Tom Cruise, c'est un monstre des cascades. Et je sais que pour le premier et le deuxième, il y a eu des petits... Enfin, il pouvait pas toutes les faire en réel, parce que c'était pas lui qui produisait, même si c'est lui qui produit, c'est la première fois qu'il produit un film. Mais en tout cas, il n'est pas à 100% libre là-dessus. C'est pour ça qu'après le 2, c'est lui qui a décidé de créer Cruise Production, je sais pas quoi, pour justement s'auto-autoriser à faire toutes les cascades dangereuses. Et il a dit que sur cette cascade-là, donc c'est lui qui l'a fait vraiment. Il y a pas de, c'est pas de CGI, c'est pas fake, etc. Il est pas câblé. Ça se voit, d'ailleurs. Ils n'ont pas effacé les câbles. Et il a dit que c'était ultra dur parce qu'en fait, il faut contracter tous tes muscles pour rester droit. Oui. Et en fait, il tapait tout le temps la tête contre le mur, contre le sol. Il tapait tout le temps. Et jusqu'à ce il est qu'il devenu trop con. Ça vous va pas ? Non, non, ça va pas, tu tapes. Et en fait, il a trouvé une astuce, donc j'ai lu sur Internet, qu'il a trouvé l'astuce de mettre des pièces de monnaie dans ses chaussures pour faire contrebalancier. Génial. Ouais. Mais tu le vois d'ailleurs au moment, vous savez, ce fameux moment où il descend vraiment tout en bas, il est à ras du sol, Oui. il n'arrive pas à garder l'équilibre et il fait balancer avec ses bras, ses jambes, etc. Franchement, tu le vois galérer à ce moment-là pour garder son équilibre et tu sens que, en tout cas, ça fait vrai. Ça fait vraiment vrai, je trouve. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il tombe parce que Kruger, je sais pas comment il s'appelle. Krieger, ouais. Oh, c'est pareil. Et Jean Reno, il a tué un rat, bref. Mais encore une fois, parce qu'il est nul, il l'a lâché. Ouais. Mais surtout, combien de temps il le laisse ras du sol ? Soulève-le. Hyper longtemps, ouais. Oui. C'est vrai que ça dure longtemps, ouais. Alors, je comprends le côté tension film, etc. dans un film. Mais normalement, tu fais tomber un truc, tu le rattrapes, tu le relèves tout de suite. Eh bien, alors moi, peut-être que vous allez répondre à la question que je me suis posée. En fait, en effet, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, tu as un rat qui arrive dans le conduit. Déjà, ça pareil, mensonge encore une fois, parce que les conduits sont nickel, tout lisse, etc. S'il y a vraiment des rats qui peuvent entrer dans les conduits, il devrait y avoir plein de crottes et de cadavres dégueulasses de rats. Non, mais surtout, déjà, il passe sur le laser, ça saute. Non, mais ça fait sonner tout, quoi. Oui, en plus. Non, mais Combien de fois ça a dû sonner ce truc ? Oui, Exactement. oui, c'est vrai, en fait. En fait, ils auraient pu le faire sonner. Ils se sont C'est pris bon, la tête c'est un pour rien. rat. Oui, c'est ça. Non, ça fait 7 fois aujourd'hui, comme tous les jours. Hein, oui, c'est vrai, t'as complètement raison. Et en fait, Jean Reno, ça le fait un peu paniquer. Tu te dis, putain, c'est vraiment un agent de merde, lui, c'est pas possible s'il a peur d'un rat, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il fait tomber Tom Cruise, il le laisse un certain temps au sol, et quand tu reviens sur Jean Reno, donc X temps plus tard, le rat, il est à côté de lui, il est mort, Oui. tu vois. Et en fait, je pense que tout ce temps-là, où tu dis, mais comment ça se fait qu'il la laisse aussi longtemps et pourquoi il a pas remonté tout de suite ? C'est parce qu'il a, je sais pas trop comment... Essayer de tuer le rat. je pense. Non, parce que non, pas du tout, parce qu'à un moment donné, ce va-et-vient où le rat est mort, enfin mort, Ethan arrive au ras du sol, Ouais. et tu vois Jean Reno qui Oui, qui galère le tient à à deux le mains, tenir, Ah, et d'accord. tu le vois plein de fois revenir sur Jean Reno, et le rat Ok. est déjà mort. Donc non, pas du tout. C'est vraiment con. il voulait le laisser galérer, quoi. Oui, Ouais, c'est ça. peut-être.
Je crois qu'il y a le matériel qui casse un peu à un moment, l'espèce de petite poulie là. Bah néanmoins, je trouve que cette scène est vraiment très très chouette en tension. Tout est bien fait, tout est bien réalisé. Les plans sont dingues. La vue au-dessus, la vue en ras du sol. Je sais pas combien de caméras il a mis. Je crois qu'il a mis 3 caméras qui filmaient à 3 angles différents. La salle a été construite. Ça se voit qu'elle a été construite en vrai. Et je trouve ça super chouette. Ouais, franchement. Mais, le mec qui y bosse tous les jours dedans, vive les migraines. Le truc est super lumineux, t'as pas de fenêtre. Enfin, c'est horrible. Franchement, ça tu te plains au. Comment ça s'appelle aux ressources humaines. RH. À la RH. Parce que franchement, c'est pas possible. La médecine du travail, elle te laisse pas là-dedans. C'est vrai que c'est horrible, tout blanc comme ça. Et oui, d'ailleurs, à propos de ce mec-là qui bosse dans cette pièce, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'il doit avoir quand même des petits problèmes de concentration, parce que vous savez, au moment où il rentre dans la pièce, juste avant qu'il se mette à être malade là, Ethan, il est déjà suspendu au plafond. Donc, il est à quelques mètres de lui au-dessus. Alors, certes, la pièce est grande et elle a un grand plafond, mais je peux t'assurer que toi, ce soir, tu rentres dans ta chambre au moment où tu vas te coucher, il y a un mec suspendu au plafond, tu le vois. Non, mais vraiment. Surtout que le sol, il est miroir. Mais oui, mais c'est ce que je me suis dit. Moi, qui marche souvent en regardant mes pieds, parce que j'ai toujours peur de me casser la gueule. Donc je regarde souvent le sol quand je marche. Mais c'est marrant. Dire, moi, je regarde parce que j'ai peur qu'il y ait des gens au-dessus. Mais non, mais c'est impossible que tu ne puisses pas voir le reflet de Tom Cruise. Moi, je marche, je regarde au plafond parce que je suis débile. Je me suis dit exactement la même chose. Même sans le sol miroir, ta vision périphérique fait que forcément tu vois qu'il y a une masse au-dessus de toi. C'est vrai que le plafond est extrêmement haut. Ouais, quand même. Attends, dans le manoir fantôme de Disneyland Paris, dans l'ascenseur, si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris et dans la maison hantée, la première salle, c'est une salle un peu pareille, circulaire, et quand l'ascenseur descend, le plafond devient de plus en plus haut. Ouais. À ce moment-là, t'as quelque chose accroché au plafond. Et pendant très 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 longtemps, je n'avais pas vu ce truc accroché. Parce que tu regardais tes pieds. Exactement. Donc c'est crédible. Ok. Mais en tout cas, cette scène, elle est vraiment très chouette, qui se termine. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois Ethan qui descend, je reviens un tout petit peu en arrière, et il a 2 disques. Donc on n'est plus sur des disquettes, on est sur des CD, et il en a 2. Et en fait, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il en a 2 Est-ce que c'est pour faire 2 copies ou pas? Et finalement, quand il remonte, t'as Krieger qui lui prend le disque, et tu comprends qu'en fait, c'est une sorte de préparation pour la scène d'après, dont tu veux aussi parler. Attends, mais vu que tu parles de ça, donc Krieger, le débile de service, fait tomber son couteau. Ah ouais. Et juste avant de faire tomber son couteau, il fait « Merci !» bien fort, tu sais, parce que... Mais lui, connerie sur connerie, sur toute la ligne. Non, mais je vais juste revenir sur la conclusion de cette scène, de la salle de trucs, c'est que donc là tout s'emballe. Donc le couteau tombe, le mec, l'agent de la CIA rentre en même temps à ce moment-là, il voit le couteau et là gros cliché du cinéma, il regarde, il lève la tête et là il y a plus rien, il y a plus personne. La trappe est vissée, les lasers se sont remis à truc. Ils ont une visseuse de ouf. Moi j'ai une petite visseuse Ikea, je te jure ça visse pas vite. Non mais surtout que les gars, on a compris dans la scène d'avant dont on a parlé, ils ont mis un temps de fou à dévisser, truc. Là, en 10 secondes, tout est remis en ordre. Les lasers sont opérationnels. Vive le cinéma. Ah là. Donc, j'ai pas, voilà. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, mais c'est ta faute avec tes histoires de vis et de boulons, là. Parce que ça se dévisse bien par en dessous de la trappe. Mais oui. Et j'ai compris, tu peux les dévisser. Toi, tu penses que c'est dévissé par le dessus, etc. Grâce à l'écrou. Pour le remettre, il faut être du bon côté de la trappe. Hein, c'est impossible de le remettre. Peut-être qu'ils avaient un outil pour pouvoir insérer la vis par le dessous. Ouais. Trop pas, il a mis de la colle. Il a mis de la super glue, il l'a collé. Attends, encore 2 petites secondes. Quand tu mets de la super glue et que t'en mets partout, tu te colles aussi les doigts. Bien sûr. Et après, pendant 2 jours, t'as les doigts tout secs parce que t'arrives pas à enlever le petit truc collé là. Ça me le fait tout le temps, moi, ça m'énerve. Et à chaque fois que j'ai réussi de coller un truc, je fais allez, cette fois, promis, je me colle pas le doigt. Et à chaque fois, je me le colle. Et sur le chemin du retour, ils prennent le rat avec eux. Le rat qui était mort. Il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et donc, on a vu qu'il avait 2 disques. Pourquoi il a 2 disques? Pour la scène d'après. Ah là là. Donc, tu veux aussi parler, oui. John? Bon, je vais être très rapide sur celle-là. Donc, ils reviennent à la planque. Krieger embrouille Ethan parce que, on a compris que lui, il veut son fric. Et il lui dit, ouais, de toute façon, tu pourras pas avoir ton fric puisque c'est moi qui ai la vraie disquette. On l'a compris dans la scène juste avant. Et là, Ethan... Alors c'est le Tom Cruise show. Hein. Je trouve Tom Cruise insupportable dans cette scène. Je sais pas. C'est marrant, je trouve que Jean Reno, John Rambo, Jean Reno, il est agaçant au possible. Ah oui, non mais les deux Ethan, tu fais quoi? Ah non mais lui, on l'a compris, il est con et c'est son rôle. Il est débile, il est pas très très futute. Et il est méchant. Oui, il est méchant. On a vite compris que c'était son personnage.
Mais là, Tom Cruise, alors il commence à faire il doit se prendre pour Gérard Majax, là. Il fait ses tours de Choisis passe. une carte. Et là, il sort un lapin d'un chapeau et tout. Non, mais Il fait des tours de merde. Mais je trouve qu'il a une tête à claque dans cette scène, Tom Cruise. Je sais pas, non? Non, si. Il sort de sa manche des foulard. Il sort le rat de juste avant, il l'a gardé. Il fait un petit chien en ballon. Une girafe. C'est trop pourri. Je suis d'accord qu'il est un peu insupportable parce que avant que Jean Reno essaie de lui voler la disquette, Jean Reno, il lui dit ok, enfin ouais, tu fais quoi, machin, c'est un peu chiant, mais bon, faut pas oublier qu'ils ont quand même fait un truc méga dangereux pour gagner. À l'origine, c'est pour gagner de l'argent. Enfin, c'est des mercenaires, hein, les mecs. Donc forcément, une fois que le travail est fait, il demande à Ethan, il le voit sur l'ordinateur, il fait tu fais quoi, t'écris à ton acheteur pour savoir quand est-ce que je vais avoir mes millions, tu vois. Maintenant que j'ai fait le taf, donc. Ethan ne le répond pas, lui répond pas, pardon, il l'ignore, limite, enfin voilà, il l'envoie chier quoi. C'est vrai que c'est pas très malin. Ben non. Non mais voilà, j'ai trouvé cette scène un peu. Bah, c'est marrant parce que moi je l'ai trouvé vraiment super chouette. J'ai adoré cette scène. Je trouve que c'est du show pour te montrer qu'il est en contrôle et ça marche vachement bien. Et je sais pas si vous savez, il le fait vraiment le tour de magie. C'est pas de CGI, il y a pas un truc où il y a un effet, une coupure ou autre. Il fait vraiment disparaître les choses comme vous les voyez. Ah ouais. D'accord. Et moi je me suis dit c'est impossible, mais en fait c'est vrai. Et il le fait dans plein de missions impossibles ce truc-là. Oui, ça a été repris. Ouais, mais la magie du montage fait que je suis un peu sceptique sur ce que tu viens de dire. Je sais, mais il sait le faire. Un petit élastique bien planqué derrière la manche, ça marche très bien. Regardez, on n'est pas complices. Non, mais ça par contre. Non, tu sais, je sais pas si vous voyez sur les réseaux, il y a beaucoup de vidéos avec des mecs qui font des petites vidéos rapides. Avec un mec avec une combinaison verte. Bien sûr. Tu sais, et ensuite que t'effaces en post-prod. Ah non, j'ai pas vu ça. Et ensuite, imagine, tu vois un gars Aller chercher la avec disquette. une combinaison intégrale en vert derrière Tom Cruise qui lui retire la disquette. Ou non, pire, une combinaison juste noire. Et tu crois qu'en fait, on les voit pas, mais on les voit pas trop. Et je trouve que cette scène, elle est chelou pour d'autres aussi petites raisons. La première, c'est juste après qu'il y ait eu ce truc de magie, Jean Reno, il est vénère et il se casse. Et là, Claire dit à Ethan, je suis désolée, c'est moi qui l'ai recruté. En gros, je me suis un peu plantée dans le recrutement parce que le mec, il est chiant, quoi. Et là, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de la gestuelle précise qu'il y a entre eux, mais elle lui dit non, je suis désolée, comme ça, machin. Tu l'imites bien. Lui, ouais. Il la prend il lui met sa main sur la joue et à la moitié, elle lui embrasse les doigts. Elle fait bon, je vais dormir un peu, tu vois. Non, mais en fait, ils ont vraiment, enfin, là, pareil, c'est tout ce oui, mais on comprend. Oui, on va comprendre par la suite, plus tard que c'était sa mission à Claire. C'est vrai. De l'envoûter et de le. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un côté un petit peu chelou. Et l'autre truc que je trouve aussi chelou, et peut-être que vous allez, pareil, m'expliquer, c'est que Luther, qu'on adore donc, un personnage qu'on adore, c'est à ce moment-là que Tom Cruise lui dit tiens, je te confie la disquette, mais pourquoi tu me la confies à moi? Pourquoi tu me fais confiance? Je te fais confiance parce que je sais que tu veux pas que cette liste soit en vente libre, donc je sais que tu feras ce qu'il faut pour qu'elle soit remise à la CIA, finalement, ce qu'il va faire à la fin du film. Je ne comprends pas du tout ce move parce qu'à l'origine, Luther, il a été recruté au même titre que Jean Reno en tant que mercenaire pour aller dérober une information hypersensible à la CIA contre des millions. C'était ça le délire. Donc, ce que Luther acceptait parfaitement. Ouais. Donc, à partir du moment où tu acceptes ce genre de mission, c'est que tu n'en as rien à foutre de quelles sont les informations qui ont été volées, à quoi elles vont servir. Enfin, toi, tu veux juste de l'argent. C'est vraiment le principe d'un mercenaire, quoi. Et 5 minutes après, donc dans cette scène-là, non, mais en fait, je suis gentil et en fait, l'argent ne m'intéresse pas et je veux aller rendre la disquette à la CIA. Dans ce cas-là, pourquoi t'as voulu aller la voler si 5 minutes après, t'es d'accord pour aller la rendre? Parce qu'il ne savait pas ce qu'on volait comme information. Il lui dit ça. D'accord, mais il se doute bien. Ok, je sais qu'il ne le savait pas, que c'était la liste des noms des mecs infiltrés, je sais pas quoi. Mais à partir du moment où tu vas voler un truc à la CIA, tu te doutes bien quand même que l'info est un petit peu sensible quand même. Non, je crois pas. C'est peut-être la liste des courses de la secrétaire d'enfant. Non, mais attends, tu sais pas. Hein. Je trouve ça bizarre quand même. En fait, je trouve que ce retournement gentil-méchant, enfin, il a jamais été présenté comme méchant, mais en fait, je pense qu'ils se sont dit ça, c'est un bête de personnage, on a envie de le garder parce que c'est un bon personnage. Et c'est vrai, ils ont raison, c'est un bon personnage. Mais quand ils pensent, c'est quand même pas très logique. C'était la liste des codes Wi-Fi de la CIA. C'est juste pour se connecter. Je sais pas, ça m'a. Ça vous a pas perturbé plus que ça? Pas non. Plus que ça. Ok, bon, il y a que moi alors. C'est pas grave. C'est pas grave, Dom Dom. Non. Et d'ailleurs, je suis un peu énervé, mais c'est pas grave.
Bah alors tu vas te calmer très vite parce que c'est à toi de parler, parce que c'est ta scène, on va en sauter pas mal. Ça m'a énervé que vous soyez pas d'accord avec moi sur Luther. Voilà. Oh, tu sais, J'aime pas quand vous êtes pas d'accord avec il y a moi. des combats qu'il faut savoir abandonner, comme moi avec le tournevis là. Et donc c'est simplement, c'est la scène un peu finale, c'est la scène finale du film. On a eu la grosse révélation du twist du film, que c'était Phelps qui avait tout manigancé. Et on les retrouve dans le TGV Cocorico. Dans le train à grande vitesse, tout à fait. Oui. Alors, là, c'est le grand moment où tout le monde se retrouve, tous les protagonistes se retrouvent. Donc, t'as l'équipe, enfin la nouvelle équipe d'Ethan, avec Luther et tout ça. T'as la méchante dont on en a parlé très vite fait, c'est celle qui veut acheter la liste, Max, qui d'ailleurs, C'est pas vraiment une méchante. Bah si. Bah non, elle veut juste récupérer la liste, mais c'est pas. À partir du moment où tu veux récupérer la liste de tous les agents infiltrés du monde contre beaucoup d'argent, c'est pas très clair. C'est une marchande d'armes quand même. Moi, c'est pas l'antagoniste du film. C'est pas elle la menace. Non, c'est pas l'antagoniste. Max la menace. Non mais c'est vrai, c'est un peu une marchande d'armes. Je suis d'accord avec Dom. C'est complètement une marchande d'armes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais dans le film, c'est pas comme ça que je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, ce que je voulais dire sur elle, c'est que c'est une petite parenthèse, mais j'adore ce personnage. Je sais qu'on la voit pas énormément. Elle est trop belle cette femme. Mais ouais, je trouve cette femme, je sais pas, charismatique. belle, charismatique. Exactement. Elle a un regard de fou. Elle joue extrêmement bien, alors qu'elle a pas tant de dialogue que ça. Elle a un côté, elle est séduisante. Ouais. Et limite, il serait passé un truc entre elle et Ethan de séduction, etc. Ce qui est déjà le cas, mais qui se passe vraiment quelque chose, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, il y a un truc. En fait, je l'aime bien en tant que méchante. Je trouve qu'elle passe très bien et ça change un peu des méchants de cinéma, genre le gros russe ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, le genre de méchant qu'on voit très souvent, qui est un petit peu le cliché. Bah voilà. Bref, j'aime bien ce personnage. Donc il y a eux, il y a Kittredge qui était donc le boss d'Ethan, enfin le boss de la de Mission Impossible. Et puis, t'as le méchant qu'on sait désormais être Jim. Et voilà, en gros, tout le monde est dans le train. Quoi. Et sa femme. Qui n'était donc Et sa pas femme. mort. Et j'adore la scène où on révèle qu'il est pas mort. On a décidé de la zapper, mais j'aime beaucoup cette scène. Bref. Donc, ils sont tous dans le train. Et Ethan téléphone à Max. Max, pas la menace, mais la commanditaire pour lui dire, voilà, la disquette, enfin la liste est sous votre siège. Donc, elle récupère la liste sous le siège. Heureusement qu'il n'y a pas eu, tu sais, le relou. Ça vous fait jamais ça quand vous prenez le train, vous avez un ticket avec votre numéro, vous arrivez, il y a quelqu'un dans le train, quelqu'un qui s'est assis à votre place. C'est horrible. Assieds-toi à ta place, mec, merde. Surtout quand tu récupères un truc sous le siège, c'est forcément du chewing-gum. Hein. Toi, t'aurais jamais mis ta chewing-gum main. explosif de. Genre, tout. Il s'est gouré. Oh merde. Donc en tout cas, elle récupère la disquette et elle a avec elle un espèce d'acolyte, sans doute, enfin voilà, son homme de main informaticien, et elle doit vérifier que la disquette contient bien les noms, enfin que c'est conforme à ce qu'elle a commandé, quoi. Donc ils mettent la disquette dans l'ordinateur et en fait là, j'adore, j'ai une tendresse pour ce tout petit passage qui dure que quelques secondes et qui montre vraiment que le film a pas mal vieilli. On en a parlé un peu plus tôt sur le côté, voilà, c'est l'époque où on savait que les gens savaient pas trop se servir d'un ordinateur encore, donc on peut raconter n'importe quoi, ça passe quand même. Et en fait, t'as Luther qui est au siège à côté, et en fait, avec une machine, il brouille le réseau. Ce qui fait que la disquette est illisible, je sais pas quoi. Donc Max, elle s'énerve un peu face à son homme de main, et elle lui dit non mais dépêchez-vous, il faut absolument qu'on transmette les infos avant de rentrer dans le tunnel. Déjà, pourquoi ? Parce que vous pouvez les transmettre après être sorti du Ils sont en tunnel. train d'envoyer par internet la liste. Oui, mais ils peuvent le faire après. Enfin, pourquoi le faire absolument avant le tunnel ? Ah oui. Déjà. Bon, bref, ça, c'est un détail. Et donc, ça marche pas à cause du brouilleur. Oui. Et là, Max, elle dit à son acolyte, vous avez vérifié les batteries ? Mais tu sais, ça n'a aucun rapport avec... tu sais, Oui, c'est vrai. le réseau ne se coupe pas parce que t'as plus de batterie. Et le mec, il fait, oui, ça va, je vérifie toujours les batteries. Elle fait, revérifier. En fait, à l'époque, tu pouvais dire n'importe quoi. Tout le monde, comme on n'était pas encore trop Pas du tout. habitué à la technologie, tu pouvais dire n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Et en fait, je trouve ça super marrant, cette phrase, parce que cette phrase n'a aucun rapport avec Vous avez vérifié la roue de secours ? Oui, bien sûr. Vous avez vérifié la souris, ça clique. Clic droit, c'est bon, ça clique. marche. Ça clique. Et après, en parallèle, un autre truc qui fait un peu sourire aujourd'hui, je trouve, c'est que t'as Kittredge, donc le mec de Mission Impossible, enfin le boss qui essaie de repérer les méchants. Et comment il veut les repérer ? C'est simple, il dit pour repérer les méchants, c'est facile. Il aura un ordinateur portable, puisqu'il faudra qu'il puisse vérifier la liste. Pour eux, c'est facile, parce qu'à l'époque, des mecs avec un ordinateur portable dans un train, t'en avais 3 par wagon. Aujourd'hui, si c'était ça le critère pour trouver le méchant, ça aurait été vraiment très long, quoi. Parce que dans un TGV, tout le monde en a un. Et voilà, je trouve ça très mignon, quoi, ce petit
cette petite différence c'était avec une autre aujourd'hui. époque. Exactement. Bah, Là, voilà. je trouve que Luther, il fait un move vraiment catastrophique, c'est qu'il laisse son téléphone sur la Mais le tablette. mais le plus un endroit plus discret, quoi. Mais- Cache-le. Il clignote en plus. Bip, 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 bip. Et il y a Depardieu qui le voit et qui le suit. Et ben alors, il n'y a pas un pinard ici. Et du coup, tout le monde se retrouve, enfin tout le monde, Ethan, Claire et Jim se retrouvent dans le wagon à bagages pour un petit peu la confrontation finale. C'est Claire qui arrive dans le wagon et là, elle fait face à Jim. Sauf qu'en fait, c'était pas Jim. Là, Chan a dû encore se faire avoir. Mais bien sûr. Mais ça, c'est- Alors que je l'avais déjà vu. Il lui ressemblait vachement. Là, clairement, c'était John Voight. Oui, merci. Ouais, mais je trouve ça vachement bien fait quand il enlève le masque. Ouais. Oui, l'incruste Ah ouais. est très bien faite à Ah ce ouais. moment-là. Par contre, dans les films d'après, ils ont insisté sur les prothèses, je vous l'avais dit au tout début, la corpulence et tout ça, mais là, pas du tout. Déjà, Tom Cruise, il fait 2 têtes de moins que John Voight. Oui. John Voight, il est gigantesque. D'ailleurs, c'est judicieux, ils l'ont fait assis, donc peut-être que, tu sais, ils l'ont fait s'asseoir. Ouais. Donc voilà, ça marche. Mais par contre, il n'a absolument pas la même corpulence. Non, mais il pas n'a du pas tout. le, il est tout queuse, enfin tout queuse, il est Oui. sec. Ouais, mais après, c'est dans le sombre. Oui, ça, oui, ça va. oui. Et tout. Ça va. Elle a vu Luther, elle croyait que c'était Tom Cruise. Mais cette scène, vous allez peut-être me dire que je suis con. Enfin, vous l'avez déjà dit Pour plein ça, de on fois. le dit souvent. Hein, Mais j'ai pas très bien compris ce plot twist à ce moment-là. Donc Tom Cruise est déguisé en En Jim. Jim. Donc il fait sa révélation, il fait cracher le morceau à Claire. Claire. Et tout de suite après, t'as Jim qui sort de sa planque, sa cachette, parce qu'on comprend plus ou moins qu'il était là depuis le début de la scène. Oui, il n'est pas intervenu avant. En fait, et j'ai l'impression C'est qu'en vrai, fait, ça. il était au courant de cette mise en scène. Limite, je sais pas, il y a un truc, le dialogue est un peu bizarre. Limite, c'est lui qui a obligé Ethan à se déguiser. Enfin, j'ai pas du tout Oui, parce compris qu'il cette sort recette. d'où, Jim? Le vrai Jim, il sort d'où? Bah, Finalement. Juste derrière. Juste au fond, juste au fond. En fait, il avait vu sur Tom Cruise, donc en fait, Ouais. il se regardait lui-même attendre. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai que c'est débile. Mais bien sûr que c'est moi aussi, débile. un truc que j'ai pas dû capter. Mais Et surtout, tu dis, ouais, il lui fait cracher le morceau à Claire, mais pas du tout, il dit rien. si. Elle arrive, Non, elle direct, elle elle dit dit. des mais c'est là où elle est pas très maline, le Oui, personnage de on va Claire. quand même pas le tuer. On va nanani. quand même Oui, pas. c'est ce que je dis, il Elle dit rien. Oui. Ah oui, lui, oui, Il la oui. laisse parler, en fait, celle qui dévoile oui, tout. c'est ça. C'est vide. Bah, parce qu'il sait que, voilà, elle est pas. Mais. Ouais, excuse-moi, mais son mec est encore plus con parce qu'il attendait que ça se passe. C'est vrai. Il croyait que c'était un miroir, sauf que ça bougeait pas comme lui. Il est trop con lui aussi. Ça bougeait pas comme lui. Non, mais là où, en effet, je trouve que tout ce pataquès, là où il a quand même dû se créer un masque, parce que là, il est désavoué. Donc, il a plus la technologie Mission Impossible pour se créer des masques. Donc, déjà, tu te dis, bah, comment il l'a créé, le Oui, et masque puis il a plus de compte à rendre à Mission Impossible. Il a plus besoin de rentabiliser la machine. là, En c'est bon. plus. Non, mais surtout qu'il n'a pas la machine. Il n'a pas la machine. Il a dû quand même s'acheter une gabardine. Ça se trouve pas à tous les coins de rue. Enfin, voilà, il a fait tout un Trop pataquès. pas. Il y avait le mec à côté, il dit Psst, passe-moi le- ça fera plus crédible si j'ai ton manteau. Tu crois? Ouais, vas-y, passe-le moi. Reste bien dans l'ombre. Hein. Attends vraiment qu'elle me balance tout. Ça, je pourrais enfin faire semblant que c'est C'est pas ça. toi. Alors qu'en fait, tu vois, s'il était resté planqué derrière des bagages, il aurait attendu que Claire et Jim se retrouvent tous les deux. Il aurait bien vu le dialogue qui se serait dit. Il les aurait filmés parce que c'est ce qu'il va faire après. Il va tout filmer. Bah oui. Et en fait, il n'avait pas besoin de se faire passer pour lui, machin. Enfin, bon, après, voilà, évidemment que c'est pour le côté cinéma. C'est un peu comme le délire de la robe rouge tout à l'heure. C'est plus cinématographique que logique Oui. quand il pense. Mais en tout cas, ça donne lieu à une scène qui est quand même sympa. Enfin, je pense qu'on la trouve tous chouette, cette scène de révélation. Sauf que je trouve que c'est un peu nul. Elle lui dit donne-moi l'argent. Elle a des petits coupons Monopoly, tu sais. Oh, c'est des bons d'achat. Mais c'est vraiment. C'est des tickets resto. Non, mais c'est une catastrophe. J'étais hyper déçue. C'est censé être 10 millions de dollars. C'est 3 feuilles à 4. C'est ridicule. Moi, je voulais une mallette avec, tu vois, un truc à Bah l'ancienne, ouais. avec plein de billets, tu vois. Bah oui, non, je suis totalement d'accord. Par contre, j'aime bien le move de. Il sort les lunettes et Jim, il comprend pas trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux me montrer des lunettes? Et le temps que son cerveau bah, calcule que c'est les. Même si c'est un agent. Il est con quand même. Hein. Ouais, il est débile. Parce que lui, il est censé avoir de l'expérience. Le coup des lunettes, il Ouais. les connaît depuis 50 ans. Et puis je trouve que les lunettes dans ce wagon à bagages tout sombre, elles filment quand même très 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 bien. Hein. C'est Normalement, t'as du grain et tout. Non, et puis il lui laisse vraiment le temps de sortir les lunettes, de le Ouais. regarder, de le fixer. Attends, ça cadre mal. Baisse-toi un petit peu parce que moi je suis trop petit. Vas-y, plie les genoux s'il te plaît. non mais t'as raison parce qu'en fait, Quand il valise, il monte dessus. t'as raison. Tom Cruise il met les lunettes et là on voit Kittredge qui voit l'image de Jim. Mais en fait, Kittredge devrait voir la poitrine Mais oui. de Jim coupée aux épaules. Elle relève un peu, on voit pas le visage du gars. T'as trop raison. Il tourne la tête vers Emmanuel Béard, il voit que ça lèvre.
Bah, en tout cas, il peut pas tourner la tête vers elle très longtemps parce que Jim la tue et il s'enfuit. Oh, quel bâtard. Ouais. Ce qui donne lieu à la scène suivante où il s'échappe et Ethan le poursuit sur le toit du train et on arrive quasiment à la fin du film et c'est toi qui veux en parler. Ouais. Alors, tout ce qui se passe à l'extérieur du TGV. Alors, juste avant, je voudrais parler d'une petite scène qui a lieu au tout début de cette scène. En fait, il y a un plan que je trouve magnifique, c'est quand on voit le plan large du TGV au loin et il y a un long travelling avant pour se rapprocher du TGV et ça se finit en plan fixe sur la fenêtre. Je sais pas comment ils l'ont tourné cette scène. Je pense qu'il Je me souviens plus. doit y avoir un mélange de CGI et de véritables prises réelles, mais je trouve ce plan magnifique. Ah, ok. Je sais pas si c'est du CGI fait par ordinateur, mais plutôt parce que c'est pas l'époque. J'aurais plus dit c'est du compositing, tu vois. C'est en gros ils mettent 2 plans, ils ont filmé 2 plans. Ouais, et peut-être, ouais. Je sais pas, il y a un truc. Mais bon, enfin, c'est intéressant. Petit mouvement, un petit plan très très joli, d'autant que le film a 30 ans, n'oublions pas. Alors, on est sur le TGV, scène de baston finale. Globalement, elle est hyper impressionnante cette scène. Ah ouais. 96, je le rappelle. Je trouve que la chorégraphie, la scénarisation du combat, l'hélico qui rentre dans le tunnel, franchement, à l'époque, quand on voyait ça, mais j'avais vraiment on avait vraiment tu vois, la bouche ouverte tellement on était estomaqué par tout ce qui se passait à l'écran. Surtout que tu sais que Tom Cruise est assez ouf pour le faire, pour de vrai. Oui, bon, là par contre, c'est pas là, du tout... oui. on voit que c'est pas vrai. Quand j'ai revu cette scène-là, je me suis dit, oh, il va monter sur le toit. C'est tellement pas crédible. Tu peux pas monter sur un TGV, ça, tu te fais embarquer direct. Et en réalité, ça marche vachement bien parce qu'il se tient, tu sens qu'il galère. Oui. Bon, l'autre, il a les petites ventouses, je te laisse en parler, mais c'est les petites ventouses de ta salle de bain là, qui ne tiennent pas. Mais tu sens en effet le vent vraiment. Alors, c'est très très bien fait. C'est pas comme parfois t'avais des vieux films où tu vois 2 mecs qui se battent debout sur un train, ils font des saltos machin. Là, tu sens que c'est vraiment difficile. Oui, parce que c'est un TGV, c'est pas Exactement. un train, c'est vraiment le. C'est un TER. Il va tout doucement et tout. L'effet du vent, moi, je l'ai trouvé particulièrement bien fait. Beaucoup de CGI, surtout quand l'hélico rentre dans le tunnel. Là, clairement, ça a un peu mal vieilli côté CGI. Ouais, et encore, hein, franchement, bon, ça passe. Hein. Ouais, quand même 2-3 plans assez qui piquent un peu les yeux. Mais dans l'ensemble, super belle scène. Et arrive le moment fatidique. Bon, il se tape, machin chouette, il manque de se faire happer par un autre train. Et il arrive à sauter sur l'hélico, parce que Jim a déjà sauté, lui réussi à sauter sur l'hélico que pilote Krieger. Tom Cruise arrive aussi à s'accrocher à l'hélico. Hélico, très dangereux, Hugo. Hein, L'hélico, je le dirai jamais assez, c'est le moyen de transport le plus dangereux. Et là, Tom Cruise, move final, qu'est-ce qu'il fait pour... Il met un malabar bigou. Il sort son malabar bigou. Il met des Kinder Bueno. Il écrase un flanc. Donc, je sais pas combien il en avait, mais apparemment, il en avait beaucoup. Dans sa poche, il a trop de trucs. Et là, au cas où... Bon, moi, je trouve que ça a bien le coup de ressortir le chewing-gum à ce moment-là. Mais au cas où, nous, spectateurs, on avait oublié le coup du chewing-gum, ils se sont sentis obligés de faire dire à Tom Cruise une punchline qui, je trouve, est de trop. Là, il dit « Feu rouge, feu vert ». Par contre, c'est complètement con, parce qu'on l'a déjà évoqué dans ce podcast. Bien sûr. Un hélico qui est en train d'être en vol. Un hélico qui hélicoptère. Un TGV dans un tunnel. Tu peux crier aussi fort que tu veux. Personne ne t'entend. Donc en fait, dans la vraie vie, cette scène, ça aurait dû donner feu rouge, feu vert. L'autre fait quoi? Ah, répète. Feu rouge, feu vert. Ah merde, t'es chiant. Arrête de crier. Oh, vas-y, colle-le ton truc. Qu'on n'en parle plus. Et donc, bon bah, explosion finale. Explosion qui le renvoie sur le TGV. Ouais, ça, c'est quand même... Ce plan, il est fou. Ce plan il est dingue, hein. Il est vrai, et je crois qu'elle a été reprise plein de fois c'était comment on appelle ça, un money shot. Et on l'a vu dans la bande-annonce, dans plein de... Ah, c'est l'émission avec Laurence Boccolini. Pardon. Putain, j'en peux plus de cette meuf. Là, je trouve très bizarre la conclusion de cette scène, au moment où l'hélico explose. Tom Cruise, il est accroché au TGV, et le TGV se met à freiner et à ralentir très 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 rapidement et à se stopper net. Ouais, ils sont synchronisés comme s'ils étaient accrochés, je suis d'accord avec toi. Ça donne la fameuse scène où il manque de se faire empaler par la pale de l'hélico, mais je trouve que c'est pas un peu bizarre. Elle s'arrête un peu trop brusquement. Mais pourquoi le TGV s'arrête en fait? Mais oui, c'est ça. Surtout qu'avant, tu sais, il y a un pilote. Un pilote de TGV. Un conducteur de train qui est à l'arrière et qui voit l'hélico. On comprend qu'il est en communication avec un autre. Et il dit non, surtout ne ralentissez pas parce que si tu ralentis,
L'hélico va rentrer dans Oui, le... Et surtout, c'est pas du tout cohérent parce que si c'est vraiment la SNCF, il y a pas 2 conducteurs et un qui fait rien. Qui vont pas payer un gars pour être à l'arrière pour rien faire. Hein. Ouh, Non, ça dénonce. bravo. Ça dénonce. Moi, j'ai Le train, il serait en retard et tout. Ça marcherait pas. Elle marche pas, cette scène. Ça fonctionne pas. Il y aurait une vache sur les rails, il serait arrêté depuis longtemps. Il serait même pas rentré dans le tunnel. tunnel très long. Parce que cette scène elle dure quand même extrêmement longtemps. C'est pour ça que Max ne voulait l'envoyer avant parce qu'elle savait que le tunnel durait le temps du film. Oui, c'est ça. Parce que c'est Oui. 45 minutes de tunnel. Moi, la Bah, première... c'est l'Eurotunnel, ils viennent de oui, Londres. c'est ce que je dis. La première fois, enfin, c'est ce que j'allais dire, pardon. La première fois que j'ai vu, je pensais qu'ils prenaient l'Eurotunnel. C'est Non, pas mais ça. d'autant que l'Eurostar, il est jaune. Enfin, c'est pas un TGV gris qui va. Oh, bah, elle est pas cohérente cette scène. Il y a un hélicoptère. Donc, c'est pas le tunnel sous la Manche. Donc, il n'y a pas aucune raison que Max voulait absolument télécharger ces trucs. Ça aurait eu du sens. Si c'était l'Eurotunnel, oui. Enfin, l'Eurostar. Bon, bref. Néanmoins, on a une sorte de scène de fin pré-générique où on retrouve Ethan dans un avion. Oui. Et c'est la dernière scène de ce podcast, de ce magnifique podcast sur Mission Impossible. Et c'est toi qui vas en parler. Ouais. Alors, Ethan se retrouve dans l'avion. Et ça a une scène qui fait écho à la première scène du film. Enfin, pas la première, celle où Jim Phelps reçoit le message. Donc, tu as une hôtesse de l'air qui propose à Ethan de regarder un film, comme au tout début. On comprend tout de suite que c'est pour lui donner une nouvelle mission. Et je voudrais qu'on parle et qu'on s'attarde un petit peu sur cette hôtesse de l'air, qui, en toute logique, est aussi une agent. Ou en tout cas, elle travaille pour l'agence Mission Impossible. Mais c'est quoi son taf exactement à cet agent ? Est-ce que son taf, tous les jours, sa seule action, c'est de proposer à des gars de regarder des films ? C'est la même qu'au début ou pas ? C'est la même meuf qu'au début Ah, j'ai ou pas vérifié, non, c'est pas la même. Ok. Donc apparemment, ils ont plusieurs Il y en a agents, plusieurs donc. dont le seul taf, c'est de se proposer à des agents apparemment meilleurs qu'elle de faire des missions. Donc elle ne fait que ça. Ou est-ce qu'elle a d'autres rôles, à votre avis, dans l'agence ? Alors moi, je pense que c'est une vraie hôtesse de l'air et que c'est des extras. Non, c'est pas possible. C'est des payés Ah, en non. heures sup. Non, c'est pas possible. Moi, ce qui me ferait trop rire, c'est qu'elle dise vous voulez ce film ? Il dit non, machin et tout. Elle dit si, prenez celui-ci, je pense que ça va vous plaire. Il dit ah, ok, merci. Et qu'elle lui dise vous voulez pas un post-it avec ? Un post-it, un stylo ? Et un crayon. Pas parce que le gars avant, il s'est complètement planté. Il a loupé plein d'informations. Et t'as Tom Cruise qui dit non, c'est bon, si, j'insiste. C'est des ordres de plus haut. Ils en ont marre que vous fassiez de la merde. Bon, voilà, c'était tout. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire sur ces... Qui sont ces hôtesses et... Voilà, je vous dis, D'où viennent-elles ? c'est les stagiaires de FMI. Enfin, d'AMIF. Ah, c'est les premières missions, tu crois ? C'est possible, hein. Bon, en tout Ah cas, bon. je trouve ça super cool de faire écho à la première scène, entre Ouais. guillemets, Ouais. et que ça lance la franchise de ça y est, Tom Cruise, c'est lui qui prend en main la mission Mission Impossible. Exactement. Je trouve ça super chouette. Bon, bah voilà, les copains, on arrive à la fin de nos scènes de ce fameux film de Brian De Palma, et on passe à la dernière partie de ce podcast. Je vous pose la question habituelle. Qu'est-ce que vous changeriez dans ce film si vous aviez une baguette magique et que vous étiez réalisateur et qu'on serait plus intelligent que Brian De Palma ? Alors, je sais que c'est très facile de dire ça après coup et après visionnage du film, mais si je devais changer un truc, c'est le choix de Jon Voight comme comédien pour jouer Jim Phelps. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je savais à l'époque qui était Jon Voight et je savais qu'il avait déjà une carrière assez conséquente et que je n'y ai absolument pas cru à sa mort. Ah ouais ? Au moment de la scène à Prague, et que je pense que s'ils avaient choisi un acteur beaucoup moins connu et beaucoup plus pas anonyme mais moins installé que Jon Voight, je pense que ce serait beaucoup mieux passé. Parce qu'à aucun moment, moi, je me suis dit, non, mais Jon Voight, il a signé pour juste apparaître 10 minutes. Tu veux dire qu'il 10 était trop minutes, connu pour mourir aussi vite ? Exactement. Ah d'accord, ok. Et par contre, ce qui aurait été vraiment fort, c'est de choisir quand même Jon Voight, mais de quand même le faire mourir, vraiment mourir le personnage de Jim Phelps, et que ça soit un autre agent, par exemple Christine Scott Thomas, ou même le gars qui était dans l'ascenseur, enfin vraiment un agent qu'on ne soupçonne absolument pas, plutôt que ça soit... Ouais, c'est pas mal, je trouve. T'as raison. Parce que là, je l'ai trop... Tu l'as vu venir. Ouais. Bah, moi, je dois être moins intelligente que toi, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas vu venir. Alors, tu changerais quoi, toi ? Bah, franchement, ça fait vraiment partie des films où j'ai beau me creuser, il n'y a pas grand-chose que je changerais. Je l'ai déjà dit que le personnage de Claire, je le trouve vraiment pas bien, ce personnage-là. Et c'est pas Emmanuelle Béard, elle, je la trouve bien, tu vois, enfin, dans ce rôle, mais c'est vraiment ce rôle. Mais bon, comme j'ai déjà dit pendant le podcast, voilà, c'est peut-être ça que je changerais. Après, non, vraiment, je trouve vraiment le film
bien, quoi. Donc Je suis entièrement d'accord avec toi, je changerais pas grand-chose. Je trouve que le film est dans son jus. En plus, il a cette patte du vieux film d'espionnage. Ça colle vraiment bien avec la série qui était déjà bien ancrée dans le monde audiovisuel. Je changerais pas grand-chose. Je vous avoue que moi, c'est le jeu de Manuel Béard qui me dérange un peu, mais néanmoins, elle est plus là aussi. Alors, je m'excuse pour elle et je m'excuse pour tout le reste, mais elle est là un peu pour la plastique parce qu'elle est censée être draguer Tom Cruise pour l'amadouer, etc. Donc, au final, ça marche, mais je trouve que son jeu n'est pas aussi bon que ceux des autres. Et moi, c'est pas le fait que ce soit Jon Voight qui soit trop connu. Je trouve que Jon Voight ne joue pas bien. Ah ouais. Ah ok. Après, c'est vrai que le jeu, de manière générale, est un peu plus vieux que... Un peu théâtral, un peu... Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas une question d'époque aussi, tu vois ? C'est possible, mais quand t'as en face de toi Tom Cruise qui joue méga bien, Luther qui joue plutôt bien aussi, j'aime bien son jeu, et d'autres personnes, Jean Reno, même si moi je suis pas le plus grand fan, et je trouve que ça marche bien aussi. Je trouve que Jon Voight est un peu en dessous. Ah ouais ? Ok. Bon, moi, c'est des questions de perception de toute façon. Je pense aussi, c'est juste pour appuyer mon propos, je pense aussi c'est parce que là, je l'ai regardé avec attention. Oui, forcément, ça change les choses. Ouais. Chercher des conneries à dire, quoi. Bon, trop bien. Je crois que Chan, tu as une recommandation. Alors, j'en ai même deux. Alors, je crois que Chan, tu as 2 recommandations. Si vous aimez les films d'espionnage avec de l'action et un peu vraiment dans la même veine que la saga Mission Impossible, si vous n'avez pas encore vu, regardez la première trilogie Jason Bourne. C'est vraiment... Évidemment, ouais. C'est du pur film d'espionnage, d'infiltration, d'action. Il y en a 3, donc en français, ça s'appelle, le premier, c'est La mémoire dans la peau, suivi de La vengeance dans la peau et La mort dans la peau. Je trouve que les traductions en français sont pas terribles. Il y en a même... T'as un autre qui est nul, et t'as un autre après qui s'appelle Jason Bourne, je crois, ou Bourne Ultimatum en anglais. Non, Bourne Ultimatum, je crois que c'est un des 3 premiers. Ah, il est pas nul, celui d'après avec Jeremy Renner, il est bien. Il est nul par rapport à celui d'après, Jason Bourne. Oui. Bon, après, je trouve que même le dernier, celui qui s'appelle Jason Bourne, je trouve que ça fait un peu réchauffer, mais limitez-vous vraiment aux 3 premiers qui sont vraiment excellents. Et une autre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère et beaucoup moins, sérieuse. J'ai essayé de trouver une adaptation de série des années 80 pour faire écho à Mission Impossible. Alors là, on est sur un autre registre. C'est l'Agence Touriste 2010 avec Liam Neeson. Ah oui! Alors, c'est un film qui ne se prend absolument pas au sérieux, et c'est ça que j'ai adoré. C'est de l'action décomplexée, c'est des scènes complètement what the fuck, mais complètement assumées. J'adore. Ouais, si t'as envie d'éteindre ton cerveau, passer un bon moment, divertissement, je suis d'accord. Jason Bourne, j'allais dire. Liam Neeson, il est en roue libre, tu sens qu'il kiffe sa life. Avec son cigare, il est magnifique. Vraiment, c'est un très bon divertissement, donc voilà. Je valide totalement cette recommandation. Je valide aussi les deux, parce que moi, ma recommandation, c'était Jason Bourne, mais bon, je vais pas le faire, donc... Dom, je crois que t'en as une aussi. Alors moi, c'est pas vraiment une recommandation, parce que évidemment, j'ai pensé à Jason Bourne. Évidemment, ça fait aussi penser un peu à James Bond. Enfin voilà, c'est des films d'espionnage, voilà. Donc je me suis dit, comme vous allez en parler, je parle pas forcément de ça. En revanche, j'avais quand même envie de dire juste un petit mot rapide sur la saga Mission Impossible, parce que j'ai 2 choses à dire. Je sais. Le 2. Regarde, elle va nous parler du 2. Mais la première chose que j'ai à dire... C'est la seule qui l'a vu, qui a aimé. Je voudrais vous parler de Mission Impossible 4, Protocole Fantôme, qui est mon préféré. Et voilà, j'avais juste envie de dire que c'était mon préféré et que je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur de la saga, avec de très près avec le 1 là, dont on vient de parler, que je trouve vraiment excellent. Toi, Hugo, c'est lequel ton préféré ? J'ai une vraie tendresse pour le premier. J'adore le 3 de J.J. Abrams. J'adore le début. Je trouve que le méchant, c'est Philippe Seymour Hoffman, est incroyable en tant que méchant. Je pense que c'est un des meilleurs méchants. Et juste après... c'est le Fallout avec à Paris avec d'ailleurs je l'avais vu tourner, il passait en moto, ils avaient bloqué les rues près du Palais Royal, et c'était fou quoi. Et dedans il y a Henry Cavill et je trouve qu'il est extraordinaire, je vous le recommande chaudement. C'était mon 3e aussi. Moi aussi c'est Fallout mon préféré. Je sais que c'est ton préféré de la saga. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que c'est un des derniers qui est sorti. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça incroyable, les scènes dans Paris. Peut-être aussi le côté, ça s'est tourné dans ta ville, donc tu reconnais les lieux. Mais oui, Henry Cavill, j'ai adoré son personnage. L'action est dingue dans celui-là. Et puis voilà. Et moi je voudrais savoir lesquels vous détestez le plus. Vous aimez le moins, pardon. C'est marrant parce que tu vois, les 2 derniers, je sais qu'ils divisent beaucoup. L'avant-dernier, j'ai pas aimé. Je veux pas vous dire, j'ai pas aimé. Mais par contre, le dernier, là où tout le monde dit ouais, c'était nul, etc.,
avec l'IA et tout, il y a une scène qui rattrape. On va pas spoiler les Je vais deux pas derniers, spoil- non, rassurez-vous. Non, je spoil pas. Jamais. Je trouve qu'il y a une. Sauf pour le podcast. Oui, bien sûr. Mais on prévient à l'avance. Oui. Mais je trouve qu'il y a une scène qui rattrape un peu tout le film dans le dernier. Dead Reckoning, je crois qu'il s'appelle. Final Reckoning. C'est une scène dans un sous-marin qui a vraiment été tournée, etc. Je trouve que c'est une des plus grosses scènes d'action du cinéma. Ouais, incroyable, celle-là. Mm. C'est vrai. Mais Et ce que j'aime pas, c'est l'avant-dernier. Je trouve vraiment moyen. Dead Reckoning. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'aime pas le 2, désolé Dom. J'ai rien dit, moi. J'ai pas fini de parler, de toute façon. Voilà. Et toi, Dom, ton moins bien aimé? Moi, mes deux moins bien aimés, c'est les deux derniers, là, le Dead et Final Reckoning. J'ai vraiment. Et le dernier, la Final, j'ai détesté. Mais vraiment, hein, ça a été extrêmement dur pour moi de le regarder. Alors, effectivement, t'as deux scènes d'action qui sont magnifiques, mais je trouve que ça fait pas un film. Bon, après, on peut pas faire une critique Oui, on n'est pas là de pour ça. Final Reckoning, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'ai vraiment eu du mal, alors que je suis vraiment très fan de la saga Mission Impossible. Et en effet, et après, je te poserai la même question, Chan. Mais puisque j'ai la parole, je la garde un tout petit peu plus pour vous parler de la deuxième chose dont je voulais parler. Mission Impossible 2. Personne ne touche à John Woo, ok? Que ce soit clair. Mission Impossible 2, il est particulier. Regardez-le si vous connaissez pas. Franchement, tu vois le 1, tu vois le 2 après. C'est grand écart, c'est Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce qui s'est Vraiment. passé? Je sais pas. Juste, vu qu'on est dans les recos, etc., et qu'on parle et tout, il y a un truc que j'adore dans le 2, qui n'est pas du 2, c'est il y a eu une parodie avec Ben Stiller. Ben Stiller, ouais. Si regardez sur YouTube, vous marquez Ben Stiller, Tom Cruise, Mission Impossible 2, je vous mettrai un lien. Pour de vrai, je vous mettrai un lien où Ben Stiller, il est déguisé en Tom Cruise et c'est son double de cascade. C'est super, super Regarderons. bon. Et du coup, je te pose la même question, Jeanne. Toi, c'est quoi ceux que t'aimes le moins et... C'est vrai que la blague récurrente entre nous, c'est qu'on dit touchez que, pas à John Woo, arrêtez. c'est qu'on dit que Mission Impossible 2 est pourri. Il est pas pourri. C'est un ovni. C'est juste que... C'est l'enfant spécial de la famille, quoi. Ouais, voilà, il est... C'est-à-dire Exactement. qu'on a de la tendresse pour lui. Exactement. Il est bizarre, mais on l'aime bien quand même, tu vois. Non, en vrai, Final Reckoning, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis d'accord avec toi, Dom, et je suis d'accord avec toi, Hugo. Je suis d'accord avec Hugo sur le fait que les deux scènes, et surtout celle du sous-marin, elle est incroyable. Spectaculaire, tu peux le dire. Ouais, Mais c'est pour vraiment moi, elle ne rattrape bon pas 3 heures de film quand même assez long. Et non, c'est tout. C'est Et tu l'as pas vu au cinéma, c'est pour ça. Moi, je l'ai vu au cinéma, il y a un truc qui te Ouais, prend, peut-être. tu vois, un Ouais, peu je sais pas. cinématographique, c'est qu'on va dire. oui. Mais grand Peut-être. écran, et ça marche vachement bien. Je pense que si je l'avais découvert comme toi à la télé, il n'y aurait pas le même résonance. Bon, écoutez, c'est trop bien. On a pris un peu de temps sur les recos parce qu'on n'en avait pas vraiment. Bon, c'était sympa de se parler de nos préférences Mission Impossible. Et Moi, c'est j'aime une bien. saga qui est tellement colossale. Ouais. Il y a aussi un truc que j'ai détesté dans Final Reckoning, c'est le Tom Cruise Show. C'est la bande démo de Tom Cruise. Ah oui, Ah ouais. Ça, j'ai pas du tout aimé. Ah oui, c'est une bande démo, je suis d'accord. Comme c'était fini, il fallait bien qu'il Oui, qu'il voilà, remette c'est son ça. CV à jour. Ouais. En tout cas, voilà, pour nos recommandations, on a parlé beaucoup sur les... Mais c'est intéressant parce que cette saga, elle est tellement colossale et quand tu réfléchis bien, il y a quoi? Il y a 9 épisodes parce que le dernier est en 2 parties. Non, 8. Il y en a Oui, 9 c'est- au final parce qu'il y en a 2 parties. Le Attends, dernier- Bon bref, t'as 8 ou 9 épisodes, j'en sais rien. Ouais. Quand même pas mal de faire sur les 8 épisodes, on va dire, 7 films pas mal. Mais même plus que Ah oui, pas mal. oui, non, mais bien sûr. Ouais. C'est. Non, mais c'est une énorme saga. Et surtout, il y a beaucoup de cascades qui sont iconiques. Tu penses à cascades de films, tu penses à ton Mission Ouais, Impossible. bien sûr. Non, mais c'est une super. Non, mais que t'aimes saga. ou t'aimes pas Tom Cruise, tu peux pas être comment dire, admiratif de son travail. C'est dans lequel où il est dans le Burj Khalifa et il saute sur Dans sur le l'immeuble. 4. Dans le 4. Oui. Ouais, ça, cette Ça scène. s'appelle comment le 4? C'est Protocole fantôme. Ah oui, j'adore ce titre. Protocole. Ouais. Bah ouais. Protocole fantôme. Moi, il faut toujours que Je je vois le un dise mec comme avec ça. une cape qui passe. Bon, super. Merci pour ce moment à nous écouter. On vous remercie chaleureusement pour tous les petits commentaires que vous nous laissez. On les lit tous. Je vous avoue, très sincèrement, c'est un truc que tout le monde dit un peu de manière automatique, mais c'est sincère. Ouais. Ça nous touche profondément, ça nous booste. Ça nous fait vraiment plaisir, en fait. Quand on en lit, on est tout content. Je sais que moi, quand j'en lis, ça me donne envie de venir enregistrer, d'en faire d'autres. Donc, merci à vous pour tous vos gentils commentaires et votre soutien. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast. On est aussi sur Deezer et YouTube. Néanmoins, YouTube, c'est un peu compliqué. À chaque fois, ils les effacent. Je sais pas pourquoi. Ah, si vous pouvez nous Basculer écouter, sur Spotify, c'est mieux. basculer sur Spotify ou Apple Podcast, c'est beaucoup mieux parce que voilà. Et
Merci à tous ceux qui ont compris qu'on était sur Instagram, scène de film au pluriel.podcast. On vous met plein d'informations, on met plein d'informations. On met plein d'informations. Un petit peu d'actualité du podcast. Ouais. Quel film va sortir, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous nous laissez des messages dessus, on les lit aussi. Et là, on y répondra sûr. On répond à tous les messages. Ouais, merci les copains. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui. Carrément. Bisous, Salut. bisous. Salut. Non mais vraiment, vous croyez qu'il fait quoi le gars de la CIA là dans son bureau? Je sais pas, il joue au démineur. Je pense qu'il regarde des vidéos de chats sur Internet.